Le philosophe, son rôle, c'est de produire une œuvre qui soit l'expression d'une vision du monde. Donc qu'il soit amené à utiliser des mots qui ne seront pas compris par le grand public, ça peut s'entendre. Il y a une stratégie presque marketing à écrire de manière obscure, parce que ça donne l'impression d'avoir écrit un texte impénétrable. Aller à l'encontre de la morale, est-ce qu'il y a un pouvoir supérieur à ça? C'est le pouvoir de s'émanciper du bien et du mal, c'est le pouvoir de devenir une divinité en quelque sorte. Le mot manifestation est intéressant, on se manifeste. Et oh, on est là, on existe. Oui, mais on sait que vous existez, c'est juste qu'on s'en fiche. Moi, j'ai toujours trouvé un peu stérile les manifestations, mais je ne trouve pas stérile par contre certaines grèves, certains blocages. Par exemple, les gilets jaunes, moi j'étais totalement partisan des gilets jaunes. Je me disais, l'IA ne sera jamais capable d'atteindre le niveau d'intelligence de l'être humain du simple fait que l'IA n'est pas intelligente. Donc là, j'ai fait évoluer ma position parce que je me suis rendu compte, je partais du principe que pour être intelligent, il fallait être humain, donc j'en arrivais à la conclusion que l'IA ne pouvait pas être intelligente. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Sous Pression. Aujourd'hui, on invite Charles, alias le précepteur. Merci d'être là, Charles. Merci pour votre invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Je te laisse introduire pour poser les questions. Aujourd'hui, c'est Axel qui va poser les questions. C'est le petit nouveau. Bonjour à tous. Alors moi, je suis le fils caché de Artie et Timothée. Et je vais tout de suite commencer avec le 60 secondes, si cela est possible. Donc Charles, est-ce que tu es prêt? On a quelques questions. Ouais. Parfait. Je dois répondre de manière courte. C'est ça. C'est un peu 60 secondes. Alors, Charles, stoïcisme, maîtrise de soi ou fuite de ses émotions? Maîtrise de soi. Le mal, existe-t-il des monstres? Oui. Ok. Liberté ou sécurité? Liberté. Bernard-Henri Lévy ou Raphaël Enthoven? Enthoven. Religion ou politique? Religion. Très bien. Peut-on philosopher avec l'IA? Oui. Y a-t-il quelque chose de plus beau que d'être père? Oui. Y a-t-il un philosophe que tu as abandonné en cours de route? Non. Est-on obligé de faire des sacrifices pour en arriver là où tu es? Oui. Les gouvernants cherchent-ils à rassembler ou bien à diviser la population? Divisé. Le parrain 1 ou 2? 2. Le moteur de ton travail est-il l'angoisse de la finitude? Oui. Okay. J'ai envie qu'il développe, mais du coup, c'est pas fait pour. Je suis frustré. Je crois qu'on a dépassé de toute façon 60 secondes. Ouais, vas-y. Allez, on en a 3 dernières. Allez, c'est parti. Parfait. As-tu peur du pouvoir? Oui. Si on enlève YouTube, la philosophie, que reste-t-il de Charles Robin? Oui. Si on enlève la philosophie et YouTube, il reste ma vie de famille, ma vie sociale, mes amis, donc les choses essentielles. Comment ne pas être d'accord avec ça? C'est déjà pas mal. Hein. Très bien. Est-ce que vous avez envie de réagir, Tim et Artie, à ces 60 secondes? Est-ce que tu as vu l'épisode de South Park où ils doivent voter pour un sandwich au caca ou une poire à lavement? Non, celui-là, je crois qu'il m'a échappé. Ok, parce que je me demandais pourquoi tu avais choisi Raphaël Enthoven plutôt que Bernard-Henri Lévy, et je me demandais si tu avais eu l'impression que je te demandais. J'avais la même curiosité. J'avais compris que c'était un choix cornélien. Okay. Mais je pense qu'il faut savoir se positionner en fonction de certains critères. Oui. Alors, pour Bernard-Henri Lévy, disons que ce qui me pose le plus problème dans le personnage, c'est que c'est pas seulement quelqu'un qui, je trouve, ne fait pas de philosophie, mais fait de la propagande politique sous couvert de philosophie. C'est aussi quelqu'un qui a un pouvoir d'influence assez énorme, en tout cas qu'il a eu, un pouvoir qui lui a permis de déclencher des guerres dans des régions du monde où on ne lui avait rien demandé. Et donc je pense qu'il a été objectivement co-responsable de la destruction de certains endroits et de certaines vies. Donc je ne mets pas du tout au même niveau la nuisance d'un BHL que la nuisance d'un Enthoven, qui par ailleurs ne me paraît pas antipathique, Enthoven. C'est-à-dire que, je me reconnais d'ailleurs avec lui, une certaine emphase dans l'élocution, une certaine passion quand il s'exprime. Je le crois sincère,
en grande partie, quand il parle de philosophie, je l'écoute pas pour ses positionnements politiques, ça m'intéresse pas. Et je l'ai trouvé récemment assez ouvert au débat sur ses positions sur l'IA. Ouais. C'est-à-dire que voilà, il s'est fait connaître par un livre qui parlait d'IA sans en parler. En tout cas, lui, il disait que l'esprit artificiel, c'est justement pour faire la différence avec l'intelligence artificielle et que c'était un essai sur l'esprit. Mais il n'empêche qu'il utilisait quand même beaucoup l'argument ChatGPT ne pourra jamais penser. Pourquoi ? Parce que ChatGPT, dans une dissertation de philosophie, ne sait pas faire une problématique. Pour l'instant. Or, on s'est aperçu que si, mais qu'il suffisait de savoir lui demander, en fait. Et là, il a fait amende honorable. Il a reconnu qu'effectivement, il s'était laissé un petit peu dépasser par ses préjugés. J'ai trouvé ça assez courageux de sa part de revenir sur ce qu'il avait dit. Et au final, je pense que c'est un homme honnête, avec qui, je pense, il est plaisant de discuter hors caméra. Ok. Voilà. C'est vrai qu'il avait fait un débat avec un youtubeur, il me semble. Oui, Désolé, Monsieur Phi. Monsieur Phi, encadré par Thomas Durand, Oui. qui avait été intéressant à regarder, du moins. Je sais pas si Oui, intéressant à regarder, même si, bon, il y avait de part et d'autre, il y avait des biais intellectuels, mais aussi émotionnels. C'est-à-dire qu'on sentait quand même qu'il y avait un peu de ressentiment. Côté comme de l'autre. Il y avait des désaccords qui excédaient les analyses, on va dire. Et puis, il y a aussi des désaccords épistémologiques. C'est-à-dire que quand on confronte un philosophe spiritualiste comme Enthoven, qui va se référer à des auteurs comme Bergson, bah, c'est très difficile d'avoir un échange sur des bases stables avec quelqu'un qui se réfère plutôt à la philosophie analytique et qui en plus est très versé dans... Oui, voilà, exactement, Ouais. qui est plus versé dans la philosophie appliquée aux nouvelles technologies, à la science. Donc, il y avait déjà quelque chose qui les empêchait un peu de communiquer au départ. Moi, je dirais, tu peux même pas communiquer à partir du moment où tu parles pas du même cadre, depuis le même cadre de référence. C'est-à-dire, c'est un cadre de référence qui permet d'avoir un discours commun. Et c'est ça qui crée le conflit, d'ailleurs, chez les gens. C'est que ils pensent exercer une relation ou n'importe quoi dans un cadre, en réalité, qui n'est pas le même. C'est-à-dire, ils partagent pas la même épistémologie. Ouais. Est-ce que pour l'auditeur, tu pourrais définir épistémologie, d'ailleurs, parce que c'est... Ouais. L'épistémologie, c'est une branche de la philosophie des sciences qui étudie les conditions de production de la connaissance. C'est-à-dire, pour le résumer en quelques questions, qu'est-ce qu'une connaissance ? Comment est-ce qu'on construit une connaissance ? Comment est-ce qu'on la vérifie ? Comment est-ce qu'on la valide ? À partir de quand on peut parler de connaissance ? Sous-entendu, avant ce stade, on est plutôt dans la croyance que dans la connaissance. Donc c'est vraiment ça, c'est comment on construit de la connaissance. Et les débats dans l'histoire de la philosophie ont été très houleux pour savoir à partir de quand on peut dire d'une chose qu'elle est une connaissance. Parce que c'est très difficile de dire je connais ça ou je sais ça. Parce qu'on va te dire oui, mais comment tu le connais ? Comment tu le sais ? Je le sais parce que je l'ai observé. Ok, donc l'observation, la perception, c'est le critère des empiristes. La connaissance est fondée sur la perception. Mais quelqu'un comme Descartes, qui était un rationaliste, pour lui, c'était plutôt le raisonnement et la logique qui permettaient d'accéder à la vérité. Là où, au contraire, la perception était trompeuse. Bon, aujourd'hui, la science moderne, elle fonctionne sur une sorte de synthèse entre le rationalisme, qui n'est plus le rationalisme cartésien, en tout cas l'attachement à la rigueur logique, associé à l'empirisme, c'est-à-dire à l'observation. Autrement dit, une théorie scientifique, il faut qu'elle soit à la fois cohérente logiquement, qu'elle ait une cohérence interne, et qu'elle corresponde à l'observation. Et l'épistémologie s'intéresse à ça. Et là où je vous rejoins, c'est que parfois, quand on ne part pas de la même épistémologie, on ne se comprend pas. On ne parle pas littéralement de la même chose. En fait. On parle pas la même langue, de toute façon. On ne parle pas la même langue. Et c'est ce qui fait que sur le sujet très précis de l'IA, c'est d'autant plus redoutable qu'on parle d'un sujet qui est lui-même en constante évolution et qui mobilise énormément de préjugés personnels. Je veux dire par là que le rapport à l'IA, il est très souvent plus lié à notre tempérament qu'à notre connaissance de ce qu'est l'IA. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire... Ça déchaîne les passions, ouais. Ouais, ça déchaîne vraiment des passions. J'ai eu l'occasion de dire que mon tempérament conservateur m'avait au départ porté à une forme de défiance et de disqualification des capacités de l'IA. En résumé, je me disais, l'IA ne sera jamais capable d'atteindre le niveau d'intelligence de l'être humain du simple fait que l'IA n'est pas intelligente. Alors qu'aujourd'hui, à la question justement, peut-on philosopher avec l'IA ? Je réponds oui. Tu peux dire oui. Donc là, j'ai fait évoluer ma position parce que je me suis rendu compte que ce que je disais, que mon argumentaire, c'était un argumentaire circulaire.
je partais du principe que pour être intelligent, il fallait être humain. Donc, j'en arrivais à la conclusion que l'IA ne pouvait pas être intelligente. Mais le problème venait de mon postulat, le problème venait de la définition que j'avais incluse de l'intelligence comme étant une capacité proprement humaine. Et donc les bases épistémologiques de ton raisonnement. Exactement, les bases épistémologiques de mon raisonnement. Tu as fait une vidéo pour répondre à, il me semble, Alexandre Astier, justement sur sa conception des extraterrestres, et peut-être qu'ils ont une intelligence qu'on ne peut pas comprendre. Ouais. Et il me semble, dans cette vidéo, tu avais dit que le propre de l'intelligence, justement, c'est l'envie de découvrir, d'aller plus loin. Ouais. Et donc, d'aller sur d'autres planètes, éventuellement. Oui. Cette position, elle a aussi évolué depuis non, celle-là, je dirais que je suis toujours assez constant là-dessus. Je pense que l'intelligence est une énergie de conquête. D'accord. Quand on cherche à comprendre, on cherche à s'approprier. Quelque chose se passe, un phénomène quelconque. Je ne le comprends pas, ça crée un problème, ça crée un manque. Donc, la compréhension, comprendre étymologiquement, c'est avoir en soi. C'est le fait d'intégrer à soi les données extérieures. Donc, il y a une logique vraiment de conquête. Certains conquièrent des territoires, d'autres conquièrent des connaissances. Et ça, d'ailleurs, c'est même pas moi qui l'invente. On trouve ça déjà chez Pascal, et même avant lui, chez Saint-Augustin, quand il parlait des 3 libidos. En fait, la théorie des 3 libidos, elle est passionnante. La libido, en latin, c'est le désir. Nous, aujourd'hui, quand on parle de libido, on parle de la libido sexuelle. Mmh. Mais en fait, la libido sexuelle n'est qu'une version de la libido. Mmh. Et la libido peut être également portée sur le désir de pouvoir et portée sur le désir de... Voilà, qui n'est pas forcément le désir de conquête de la femme ou du sexe opposé. Ouais. Oui, c'est ça. Désir de pouvoir, donc la libido dominandi, et le désir de connaissance. Ce que Pascal appelle la libido sciendi. Qui est la sublimation freudienne, en Absolument, fait. Qu'on peut rattacher en tout cas à la sublimation freudienne, puisque chez Freud, c'est la pulsion sexuelle qui se sublime. Alors, sublimation, c'est un terme qui vient de la physique, c'est le passage de l'état solide à l'état gazeux, immédiat, sans transition par l'état liquide. Voilà. Et donc, c'est quoi ? C'est le passage de la matérialité du désir corporel à la spiritualité de tout ce qui va être la création de l'esprit. C'est pour ça que pour Freud, la sublimation, elle s'exprime surtout dans l'art. Et d'ailleurs, dans mon livre, je m'amuse à parler de la sublimation à travers l'exemple de Rocco Siffredi. Parce que si tu veux justement parler de ton livre, c'est mon livre et te présenter par la même occasion. Ah bah oui, je peux faire une digression. On adore, mais je m'appelle Charles Robin, alias le précepteur sur YouTube et les plateformes de podcast. Je vulgarise la philosophie, les grands philosophes dans un langage que je souhaite accessible au plus grand nombre, même pour les gens qui n'ont jamais fait de philosophie. Et là, je suis allé un petit peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai sorti un livre qui s'appelle, je vais le montrer, qui s'appelle « La philosophie, c'est pour vous aussi ». C'est un format assez original parce que ce que je fais dedans, c'est que je présente la pensée de 20 philosophes et chaque présentation est précédée par une histoire, une anecdote, une scène de vie ou une référence à la culture populaire pour vraiment incarner, illustrer le propos. J'ai personnellement, pour avoir feuilleté, j'ai pas lu en entier, mais pour avoir feuilleté, j'ai trouvé ça très bien fait et je me suis dit let's go, ça m'a donné envie en lisant quelques pages, donc c'est le but. Je pense que c'est plutôt, le format est très accessible et agréable c'est très fluide. C'est facile à prendre en main en fait. Ouais. Et puis après, il y a des niveaux aussi de texte et de sous-texte, c'est-à-dire que on peut lire et tout comprendre, mais on peut aussi approfondir phrase par phrase pour essayer d'aller plus loin dans les implications de la pensée de l'auteur. Et donc, pour revenir à la sublimation, j'ai vu il y a quelques années un documentaire sur Rocco Siffredi où il expliquait que sa libido, c'était finalement c'était son châtiment. Il parlait même en termes bibliques et christiques. Okay. Il disait qu'il avait passé un pacte avec le diable en lui disant « Si tu fais de moi quelqu'un de connu, je te le revaudrai. » Et il disait « Je lui ai remboursé au centuple. » Donc il vivait vraiment sa libido comme quelque chose dont il était prisonnier. Il esclave, ouais. Il était addict, exactement. il me semble, aux totalement. prostituées à la fin de sa carrière. Oui, c'est ça, parce qu'à 40 ans, il a voulu mettre un terme à sa carrière. Et puis finalement, il s'est retrouvé à aller voir les prostituées tous les jours. Donc il a bien compris ce jour-là que c'était plus fort que lui. Quoi. C'est une notion qu'on défend énormément avec Arti, c'est la différence entre une réussite réelle et une réussite par l'auto-aliénation de soi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vendent une espèce de réussite grandiloquente et incroyable et tout ça. Contre la liberté à l'extérieur. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est une forme de dépendance intérieure, d'une aliénation intérieure qui les oblige à aller de l'avant, par exemple, ou qui les oblige, là, dans le cas de Rocco Siffredi, à aller voir des prostituées parce qu'en fait, il est aliéné de son propre désir. Et finalement, c'est pour éviter, parfois, chez des gens qui ont
plein de gens en fait ont une difficulté intérieure à faire face à eux-mêmes ou ce genre de trucs. Et pour éviter un effondrement, il y a une fuite en avant justement par la recherche et par la conquête en fait, qui peut être caractérisée par cette auto-aliénation en fait. Et il allait plus loin encore, Rocco Siffredi, il disait que ce qu'il recherchait à travers la jouissance, c'était l'auto-anéantissement. Ce qui est une phrase très forte quand même. Oui. Hein. Et se sédater, quoi. ouais, c'est ça. En fait, jouir jusqu'à atteindre l'épuisement. Si tu t'intéresses à ce podcast, c'est peut-être parce que ça fait des années que tu cherches des solutions, que tu t'intéresses à comment mieux manger, faire du sport, mieux dormir, gérer ton stress, etc. Et on a tendance à se perdre dans ce flot d'informations, on sait plus quoi faire, on sait plus où donner de la tête. C'est pour ça que mon associé et moi, on a lancé Adomeos, qui est un accompagnement dans lequel justement on aide des gens à apprendre à mieux gérer le stress, à apprendre à se réconcilier avec eux-mêmes, à faire un peu le tri dans toutes les informations qu'ils ont accumulées pendant des années et à y voir plus clair. Donc si c'est un sujet qui est important pour toi, que tu as envie d'en discuter avec nous directement, tu regardes dans la description, tu cliques sur le lien pour réserver un appel. C'est gratuit, ça t'engage en rien du tout. L'idée c'est d'en savoir plus sur toi, de t'expliquer comment nous on travaille et de voir si ça peut matcher, si on peut travailler avec toi ou pas. Je te remercie pour ton attention et je te laisse avec la suite du podcast. De la libido. C'est-à-dire que c'est l'inverse un peu du bouddhisme, au lieu d'avoir une dissolution Exactement. de soi. C'est comme de la boulimie, mais C'est un nirvana négatif. C'est le nirvana que, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Freud décrivait de l'enfant qui est dans une espèce de comment on pourrait dire, un truc primordial où il y a rien, c'est le néant, c'est le début de la vie, quoi. Ouais. Et c'est la pulsion de mort chez Freud, voilà, ça me revient, où il y a une pulsion d'autodestruction pour revenir à ce néant, en fait, où il y avait ni chaud ni froid, on était dans le ventre de notre mère, et il y avait pas c'était pas agréable, mais c'était pas désagréable. C'est le Thanatos. En fait. C'est le Thanatos, ouais. Mais dans une certaine littérature ésotérique, chez des gens comme René Guénon, et ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre, c'est l'idée que le néant précède l'être. Le néant, donc le non-être, précède l'être. C'est-à-dire que la source de tout, c'est le non-être. Se séparer du tout et devenir individu. Oui, et puis le non-être est déjà l'être est déjà une extraction du non-être. Donc le non-être est premier, donc ce néant primordial, effectivement, c'est le point alpha. Et l'idée, c'est que le point oméga, c'est le retour à ce néant. Mais depuis un autre espace, selon moi. Ok. Enfin, j'aurais du mal à le définir là, c'est plus un truc intuitif. Mais c'est-à-dire que, certes, c'est-à-dire pour moi, c'est une forme de dissolution de l'ego, mais tout en l'ayant intégré. C'est-à-dire en ayant vécu. Oui, c'est la dialectique hegelienne. C'est de dire que quand tu fais le tour de la Terre, tu ne reviens jamais au point de départ, parce que le point de départ n'est plus celui dont tu es parti. C'est le point de départ augmenté de toute l'expérience du parcours que tu as fait. Pour en revenir, cette fois-ci, sur la sublimation, j'étais très amusé dans le documentaire sur Rocco Siffredi de voir qu'il avait un cousin qui s'appelle Gabriele. Alors, ils sont comme chien et chat, ils n'arrêtent pas de s'engueuler. Et Gabriele explique qu'il avait lui aussi voulu devenir acteur pornographique. L'ennui, c'est que quand la caméra se lançait, il perdait tous ses moyens. Donc, il n'arrivait pas à jouer les scènes. Donc, il était très frustré. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sublimé sa libido en passant derrière la caméra. Autrement dit, il s'est mis à devenir le conseiller artistique de Rocco Siffredi sur ses films. Et alors, il faut voir ce que ça donne, parce qu'on voit Rocco Siffredi et les actrices sur le plateau, et Gabriele veut absolument qu'ils adoptent des tenues, qu'ils se mettent dans des situations, des scénarios avec des accessoires, mais des choses complètement farfelues. Et à un moment donné, Rocco lui dit « Non mais Gabriele, tu nous emmerdes, quand est-ce qu'on baise ?» Parce qu'il était là pour ça. Donc Rocco, c'est celui qui va directement expulser sa libido. Et j'emploie vraiment ce terme parce qu'il y a vraiment cette idée, c'est physiologiquement, on expulse. Ah bon? Je crois que ça marche comme ça. Et Gabriele, lui, il est plus dans l'intériorisation de cette énergie sexuelle qui va, elle, s'extérioriser par l'esprit, par les idées. Et donc, il veut absolument mettre des éléments religieux et mystiques dans certains scénarios. C'est vraiment le contraste parfait entre la sublimation et la non-sublimation totale. Voilà, donc je parle de ce genre d'anecdotes, entre autres dans le livre, pour expliquer des concepts un peu techniques comme celui de sublimation, même si souvent en philosophie, on est intimidé par des concepts parce que ce sont des mots un peu barbares dont on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'on a compris de quoi ça parlait, on se dit ce n'était que ça finalement. C'est vrai que l'introduction de ton livre est très intéressante déjà parce qu'on peut voir un petit peu d'où tu viens, quel a été ton parcours, s'identifier à toi. Et effectivement, c'est un des points que tu décris, c'est que le vocabulaire des philosophes, il est parfois très, très pompeux, il paraît intelligible,
mais avec un peu d'effort, et notamment avec des gens comme toi qui travaillent à ce que le plus grand nombre comprenne la philosophie, ça devient tout à fait accessible et surtout passionnant. Ouais, c'est notre travail. Inintelligible, du coup. Inintelligible. Ouais. Intelligible. Et nous, on essaie de rendre intelligible ce qui peut paraître inintelligible. C'est-à-dire que le philosophe, je dirais que son rôle, c'est de produire une œuvre qui soit l'expression d'une vision du monde. Donc, qu'il soit amené à utiliser des mots compliqués, des mots qui ne seront pas compris par le grand public, ça peut s'entendre. Plus sa vision du monde est désagréable à comprendre, plus vaut mieux qu'il utilise des mots compliqués pour servir de filtre. Oui, alors moi j'ai une autre théorie, c'est que je pense qu'il y a une stratégie presque marketing à écrire de manière obscure, de manière opaque, parce que ça donne l'impression d'avoir écrit un texte impénétrable. Ça, c'est les avocats, ça. Conseil d'avocat. Mais effectivement, mais là je dirais qu'il y a quelque chose de plus qui est créer un genre d'effet de halo sur le fait que plus c'est compliqué, plus ça doit être intelligent. Et donc si je ne comprends pas, c'est que le texte mérite que je travaille à le percer. Ouais. Et donc il y a ce côté ésotérique, c'est pourquoi les textes qu'on étudie le plus dans l'histoire de l'humanité sont souvent des textes mythologiques ou des textes religieux dont on n'arrive pas à comprendre ce qu'ils veulent dire. Oui. Mais c'est justement parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que ça veut dire qu'on s'y intéresse. Ouais. Et pour moi, un philosophe qui veut passer à la postérité, il va vraiment faire un effort conséquent pour ne pas être compréhensible du grand public. Je pense que c'est le moment de passer justement aux questions qu'on a préparées. C'est vrai que ça fait 20 minutes qu'on est en train de discuter. Allons-y. Charles, merci encore d'être ici. C'est moi qui vous remercie. Nous avons une première question. Oui. Mais avant, je vais parler un petit peu justement de ma vie finalement. La toute première vidéo que j'ai vue de toi, c'était Ces psychopathes qui nous gouvernent. Donc, dernière vidéo de la chaîne Charles Robin, dans laquelle tu parles, c'est assez clair, ces psychopathes qui nous gouvernent, et surtout le temps qu'on peut perdre à parler d'eux. Oui. Tu t'es donc plus focalisé sur le fait de transmettre avec ta deuxième chaîne YouTube, il me semble, Le Précepteur. Et aujourd'hui, dans l'actualité, il y a quelque chose dont on parle beaucoup, qui sont justement les dossiers Epstein. À quel point donc étais-tu proche de la vérité ? Est-ce que tu as été surpris de voir que ces psychopathes sont réellement des psychopathes, que ce n'était pas qu'une impression ? Est-ce que tu es conforté dans tes idées ? Enfin, quelle a été un petit peu ta réaction ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors c'est vrai que cette vidéo que j'avais faite à l'époque, Ces psychopathes qui nous gouvernent, reposait sur une intuition nourrie quand même d'observations et d'informations officielles. Oui. C'est-à-dire que le simple fait qu'on puisse se dire qu'un homme, un président en l'occurrence, a le pouvoir de déclencher une guerre et donc de faire tuer des gens à distance, ce qui en soi déjà est une caractéristique du mal contemporain de pouvoir tuer à distance. C'est-à-dire que pendant l'origine de la violence, même chez Hannah Arendt, c'est la description. Si tu deviens qu'un fonctionnaire, qu'un exécuteur, absolument. Un exécutif, un exécutant, parmi tant d'autres. C'est ça, il y a une distance physique entre le bourreau et sa victime. Ouais. Et ça a été de la responsabilité. Exactement. On est loin des conséquences de ses actes. Exactement, mais de toute façon, on n'a pas l'impression de faire le mal quand on ne voit pas les conséquences du mal qu'on fait. Bien sûr. Donc à partir du moment où ton travail consiste à appuyer sur des boutons, à faire des signatures ou à poser des coups de tampon, il n'y a objectivement, pas de principe de réalité. C'est ça, tu rentres chez toi, tu n'as pas l'impression d'avoir tué des gens. Tu vois, donc tu peux signer un ordre de déportation, tu peux signer un document qui va déclarer la guerre à telle nation, et tu vas te présenter comme quelqu'un qui rétablit l'équilibre dans la force. Voilà. Et le reste, c'est la femme de ménage qui nettoiera les traces, entre guillemets. Donc c'est tragique. Ça, pour faire ça, je pense qu'il faut déjà avoir un déficit d'empathie certain, déficit d'empathie que n'ont pas la plupart des gens que je qualifierais d'ordinaires. Qui ne se porteraient pas d'être à ces niveaux de responsabilité et de pouvoir. Disons que par définition, j'aime bien la phrase de Michéa qui dit l'oxygène moral se raréfie avec l'attitude sociale. Elle est très belle. Et c'est vrai que plus on est au sommet de la pyramide, plus ça veut dire qu'on avait les compétences pour y accéder. Et dans ces compétences, il y a ne pas avoir trop d'empathie. Ouais. Parce que l'empathie, c'est ce qui fait que tu vas vouloir aider le faible, aider celui qui en a besoin, être juste, dire la vérité. Yeah. Mais quand tu es un homme politique, si tu dois être juste, dire la vérité et aider les faibles, tu changes de métier. Vu que la politique, c'est pour les enfants, ils vont pas te prendre au sérieux. Il y a deux points que je voudrais relever. Il y en a un, je vais me rappeler, c'est le principe de sur la théorie des jeux. Pour gagner le plus possible, il faut pactiser, puis trahir. Oui. C'est-à-dire que l'homme politique qui va réussir à monter, c'est celui qui va
pactiser, puis trahir. C'est le scénario dans lequel je crois que tu gagnes le plus. C'est-à-dire tu pactises en général et ça t'apporte des choses. Et puis le bon moment, le bon timing, tu vas trahir les individus pour pouvoir monter. Donc ça peut expliquer la relation les hommes de pouvoir qu'on a à la tête de nos pays. Et le deuxième point, moi je parlerai pas forcément de déficit d'empathie, même si en conclusion ça revient au même, c'est plus une incapacité à se connecter à sa propre empathie. Et donc là on rentrerait plus sur un terme qui relève de la sociopathie plutôt que la psychopathie. Je vois. Généralement ce déficit de capacité à se connecter à sa propre empathie peut relever notamment d'épisodes traumatiques ou ce genre de trucs où tu as vécu un moment très fort en émotion, un truc très très désagréable et tu as dû te couper de toi-même pour pouvoir survivre à l'événement. Ouais. Donc je sais pas si ces individus sont des psychopathes ou des sociopathes, mais moi depuis ma maigre pratique d'analyse et d'accompagnement, je remarque que la monstruosité à ce moment-là n'existe pas et que c'est plus une incapacité à se connecter à soi-même en fait, qui peut expliquer aussi la violence dans le monde. Je comprends. Disons que il y a cette dimension et puis il y en a une autre sur laquelle j'avais réfléchi pas mal de temps, c'était la question du pouvoir et du caractère corruptif du pouvoir. Platon disait « le pouvoir corrompt », ce qui est presque une phrase anarchiste en fait, avant l'heure, si on la prend au pied de la lettre. Moi, je suis assez d'accord avec ça, parce que plus tu as de pouvoir, plus tu as de possibilités. Et en plus, tu as des possibilités qui s'accompagnent d'une certaine impunité, ou de certaines protections, ou de certains moyens je sais pas moi, de dissuader telle ou telle personne à qui tu auras nui de t'attaquer en justice. On sait très bien que les puissants de ce monde règlent généralement leur procès par des grosses sommes d'argent, voire par des menaces, des intimidations ou des arrangements plus ou moins obscurs. Donc non seulement tu es en capacité, tu es en situation de pouvoir faire des choses que la morale, ce que Orwell appelait la décence commune, réprouve, mais en plus, pour peu que tu te fasses attraper, tu as les moyens de passer entre les mailles du filet. Donc, je dirais que ce mal, s'il fallait lui donner un nom, il est conscient du fait qu'il n'aura jamais à être assumé comme mal. Ouais. On n'aura jamais à en payer le prix. On n'aura jamais à faire face à la castration et à la punition. Ouais, ou très rarement, vraiment comme dans certaines affaires. Là, on a parlé d'Epstein, même si je pense que beaucoup d'informations nous manquent et nous échappent dans ce dossier pour savoir ce qui s'est vraiment passé, comment a fini Epstein, dans quelles conditions, à qui profitait ce que faisait Epstein, parce que Epstein, c'était un organisateur d'événements, voilà. Il avait des clients. Mais exactement. On n'a pas la liste. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et du coup, je pense qu'on est avec des personnes qui ont un tel niveau de pouvoir et d'influence que ça se traduit également dans l'objet de leur désir. C'est-à-dire que quand on est quelqu'un à faible revenu, on va avoir des désirs qui correspondent à nos faibles revenus. C'est sûr que si tu es au SMIC, pouvoir aller manger dans un restaurant bistronomique, c'est déjà bien. Ça peut être un objet de désir, c'est suffisamment atteignable pour pouvoir être réalisé, mais c'est quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais quand tu fais un petit peu le décompte de tout ce que tu peux faire, de tout ce que tu peux te permettre de faire sur Terre, et que finalement ça provoque un ennui, une lassitude, tu es obligé d'aller à chaque fois plus loin et plus haut. Et quand je dis plus loin et plus haut, j'entends des choses qui sont dans la dégradation et la corruption morale absolue. Parce que pouvoir aller à l'encontre de la morale, est-ce qu'il y a un pouvoir supérieur à ça ? C'est le pouvoir de s'émanciper du bien et du mal. C'est le pouvoir de devenir une divinité, en quelque sorte. D'être au-delà du bien. Il n'y a pas de surmoi. Alors, Dieu. Ah oui, non, mais complètement. Le surmoi de toute façon, qu'est-ce que c'est le surmoi ? C'est l'intériorisation de l'autorité. C'est papa. C'est papa, c'est le gendarme, c'est le surveillant. Bon, ça, c'est pour les enfants. Et puis, quand on prend du pouvoir, on considère, même si on garde des comportements extrêmement infantiles, on considère qu'on n'a pas à se soumettre à quelconque autorité que ce soit. Et donc, on fait sauter le surmoi, c'est-à-dire on fait sauter toutes les barrières morales. Alors, j'allais passer justement à la deuxième partie de la question, donc c'était quelque chose à rajouter. Je vais rajouter quelque chose. Pour moi, la troisième voie, c'est d'un côté, il y a la morale. De l'autre côté, donc, il y a faire sauter le surmoi avec ces hommes politiques et tout ça. Et la troisième branche, pour moi, c'est l'éthique. C'est-à-dire le fait de déconstruire à un moment donné la morale pour se construire son propre surmoi.
son propre, sa propre colonne vertébrale. Et pour moi, il y a ce processus d'individuation qui n'est pas fait jusqu'au bout et qui va donner à ce truc de... À un moment, je pense que c'est bien de mettre la morale de côté et de passer à sa propre éthique avec son propre système de valeurs. Sauf qu'il est inexistant, en fait, à cet endroit-là. C'est-à-dire, à un endroit, c'est des enfants qui nous gouvernent. Oui, c'est ça. Moi. Oui, c'est ça. Oui, le surmoi a sauté, mais rien n'est venu le remplacer. Donc, on a affaire à des gens pour qui le désir ne doit rencontrer aucune limite. Et parfois, le surmoi n'a jamais été présent, il n'a jamais été installé. Après, un surmoi minimal, au sens où ce sont souvent quand même des gens qui ont une capacité à la discipline, et même pour certaines capacités au travail, qui leur permet aussi de réaliser des choses. Au sacrifice d'eux-mêmes, souvent. Au sacrifice d'eux-mêmes, même s'il y en a beaucoup aussi qui délèguent une grosse partie de leur travail, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des gens qui ont des idées puis qui font faire leurs idées par les autres. Ça existe. À partir du moment où tu as les moyens matériels de toute façon de faire travailler les autres, tu le fais. Mais sur cette monstruosité dont tu parlais, moi je pense qu'elle est aussi en grande partie le fait de ce pouvoir corrupteur. C'est-à-dire c'est pas l'individu qui est mauvais du coup, là c'est la position de pouvoir qui rend qui est pas compatible avec notre condition humaine en fait. Je pense. En tout cas, il y a au moins cet axe-là qui joue. Quant à savoir s'il peut exister une sorte de mal inné, alors ça, j'aurais une réponse intuitive qui serait de dire oui, et sauf que c'est pas étayé par des études que j'aurais faites sur des cas psychiatriques et de savoir à partir de quel moment on peut détecter un psychopathe ou un sociopathe. J'ai entendu parler de cette idée qu'il y avait au niveau cérébral un câblage particulier chez les psychopathes au niveau neurologique qui fait que ce déficit d'empathie dont on parlait tout à l'heure, il serait présent dès la naissance. Et je veux bien le croire. Je ne suis pas un environnementaliste pur jus. De ce que je sais à cet endroit-là, l'épistémologie du psychopathe est faite comme de la merde. Mais c'est de personnes en qui je place ma confiance et j'ai pas été vérifié par moi-même, donc ça vaut ce que ça vaut. Et alors pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les monstres existaient ? Parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui part du principe que tout s'explique, qu'il y a toujours des causes. Je suis spinoziste, je suis rationaliste. Donc voilà, avant de condamner, j'aime bien essayer de comprendre et de me dire qu'est-ce qui a fait que ? Comment on en est arrivé là ? Et je dirais que ça n'empêche pas qu'on puisse malgré tout qualifier certaines personnes de monstres, parce que le monstre, c'est ce que ça nous inspire en termes d'effroi, en termes d'épouvante, en termes d'inconcevabilité à nous, les gens ordinaires. Accuser quelqu'un d'être un monstre, c'est finalement dire tu m'as tellement dégoûté ou choqué que je t'enlève ton statut d'humain. Tu n'es plus un humain. C'est une réaction émotionnelle. Et c'est là où Montaigne, quand il parle des cannibales et qu'il pose la question est-ce que ce sont des barbares ? Il dit oui, ce sont des barbares par rapport à nous, par rapport à notre socioculture. Voilà. Mais nous sommes des barbares par rapport à leur code. C'est-à-dire que nous trouvons que c'est monstrueux de manger de la chair humaine, mais eux, ils trouvent monstrueux d'esclavagiser, de maltraiter des prisonniers. Du coup, peut-être que le barbare objectivement n'existe pas, il dépend toujours d'un cadre socioculturel qu'en juge un autre. Je reviens à ce que vous disiez au début sur l'épistémologie, les différences de cadre. La barbarie, c'est le nom qu'on donne à notre incompréhension. Quand on ne comprend pas un comportement, on va le mettre dans la case barbare. C'est pas ni juste ni injuste de faire ça. C'est juste le symptôme de notre incompréhension. C'est se protéger dans sa sensibilité. Absolument, puisque quand tu déshumanises quelque part, tu te coupes de ce que tu désignes. Donc le monstre, c'est l'autre. C'est jamais soi-même. Bref, et on sait évidemment que tout le monde est capable de commettre des actes monstrueux. On parle souvent de ça, la capacité d'être à l'aise avec sa perversion et les parts d'ombre, ce qu'il y a de plus dégueulasse chez soi. Ouais. Ça permet de construire en opposition à ça. Ouais, parce que tu peux avoir une part sombre assumée, mais du coup canalisée, là où une part sombre refoulée a plus de risques de se manifester. Et de façon impromptue et de façon violente. Et potentiellement catastrophique, effectivement. Ouais. Mais pour dénoncer le mal, justement, il me semble, dans une FAQ numéro 7, il me semble, tu as parlé justement d'une ancienne croyance, qui était la tienne, selon laquelle, justement, dénoncer le mal permettait au monde d'aller mieux. Oui. On voit aujourd'hui que le mal, en tout cas dans les dossiers Epstein, commence à être révélé. On voit qu'il y a encore une difficulté pour certains à le conceptualiser ou au moins à l'intégrer. À le digérer. Et donc, qu'en est-il ? Est-ce que voir justement la démission de certaines personnes de l'Institut du monde arabe te donne de l'espoir quant au fait que peut-être dénoncer peut aider, ou bien ce n'est qu'un épiphénomène
Alors, de l'espoir, non. Un épiphénomène, oui. Par contre, là où je veux bien nuancer un petit peu ce que je disais sur toute cette question de la dénonciation. En fait, j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je fais partie de ceux qui pensent que dénoncer un problème d'ampleur nationale ou internationale, le dénoncer sur les réseaux sociaux ou même en faisant des manifestations, parce que le mot manifestation est intéressant, on se manifeste, ça veut dire « Eh oh, on est là, on existe ». Oui, mais on sait que vous existez, c'est juste que on s'en fiche. Peu importe que vous existiez, vous avez beau vous manifester, ça ne changera rien. Moi, j'ai toujours trouvé un peu stérile les manifestations, mais je ne trouve pas stérile, par contre, certaines grèves, certains blocages ou certaines... Par exemple, les gilets jaunes, moi, j'étais totalement partisan des gilets jaunes. Parce qu'il y avait un ancrage, selon moi, la différence avec les manifestations, c'est que là, il y avait un ancrage dans le réel, bien plus prononcé. Absolument. Et sinon, c'était pas des enfants en crise. Voilà, c'est ça. Sinon, c'est juste des enfants en crise qui confondent un monde symbolique et imaginaire avec un principe de réalité. Totalement. Et qui pensent qu'en faisant du bruit, on va les écouter. Voilà. Ouais. Et donc, en agissant dans ce monde symbolique et imaginaire, le réel va changer. Ouais. Or, c'est en agissant dans le réel que le réel peut bouger à la limite. Oui, c'est ça. Et toujours est-il que pour la dénonciation, là où je vais un peu nuancer ce que je disais, c'est-à-dire, en gros, dénoncer, ça ne sert à rien, je nuancerai en disant que si suffisamment de voix dénoncent quelque chose dans l'opinion publique, ça peut devenir un sujet médiatique et de sujet médiatique devenir un sujet politique. Bon, dans l'affaire Epstein, il est évident que s'il n'y avait pas eu des voix qui se sont élevées, beaucoup sur les réseaux sociaux d'ailleurs, les médias Internet, avant ensuite de remonter à la surface des médias mainstream, il est certain qu'il n'y aurait pas eu forcément autant de mise en place de choses pour arrêter les potentiels coupables, ou en tout cas les personnes impliquées dans ces affaires-là. Donc de ce point de vue-là, dénoncer a été utile. Maintenant, je pense que on ne saura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. On ne saura jamais qui sont tous les coupables, qui sont les demi-coupables, qui sont les complices, qui sont les opposants. On nous donnera les informations qu'on voudra bien nous donner de toute façon. Ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça fait la transition, je trouve, entre ta première chaîne, Charles Robin, et la chaîne Le Précepteur, où justement tu as eu envie, et là je reprends l'expression de Aurore Berger qui parlait du livre de Juan Branco, tu as envie d'armer les esprits plus. Donc ma question est la suivante, y a-t-il une volonté justement de ne pas initier les individus à la philosophie trop tôt pour ne pas créer des rebelles? C'est vrai que le fait que la philosophie ne soit enseignée qu'en terminale et pour une seule année, c'est vrai que c'est faible. C'est très faible. C'est très faible. Et c'est en plus là où c'est dommage, c'est que on pourrait faire de la philosophie avec des enfants. Il suffirait simplement de faire preuve de pédagogie. Alors j'en profite d'ailleurs, tiens, parce que je suis c'est parti. Magnifique transition. Bande dessinée Philorama. Donc là, les petites histoires des grands philosophes où j'essaye à la fois de présenter la pensée des philosophes et certains aspects de leur vie. Tous les parents devraient mettre cette BD dans leur toilette pour que les enfants puissent. Exactement. Non, franchement, c'est des bons livres à avoir où tu peux regarder des petits épisodes et... C'est rendre digeste, marrant et pédagogique des sujets comme ça, c'est pas évident. Donc, elle a l'air très belle en plus. C'est vrai, si tu peux même nous montrer à la caméra, je sais pas, quelques dessins. Ouais, le dessin par mon dessinateur Jules, donc chez Larousse. On a refait un petit peu la couverture et on a eu des très bons retours, puisque justement, on peut l'offrir à des enfants ou à des adolescents. C'est pas sorti encore. Sorti le 4 mars. Okay. Donc, je ne sais pas à quelle date sortira ce... Ça sortira à peu près en même temps. C'est génial. Oui. C'est vrai que ça fait bien la transition, justement, parce que la deuxième partie de la question, c'était à quel âge pourrait-on initier les enfants à la philosophie, et surtout, dans quelle mesure, 1 heure par semaine, 2 heures par semaine, tous les soirs Moi, je dirais que dès l'âge de 6 ans, c'est-à-dire quand un enfant commence à savoir bien s'exprimer, on peut commencer à faire de la philosophie avec lui. Parce que faire de la philosophie, au départ, c'est pas apprendre des textes. Non. Pas lire des auteurs, c'est pas faire des fiches et apprendre des leçons, voilà. Non, c'est s'interroger. Bon, c'est très vaste, s'interroger. Mais finalement, c'est le fondement de tout apprentissage. Et on nous apprend pas. Oui, c'est ça. On nous apprend pas à nous interroger. Ça. Ouais. En fait, quand on est enfant, on nous apprend des choses dont on ne s'était même pas posé la question. Donc, comment peut-il y avoir de la motivation à apprendre quelque chose qu'on n'est pas motivé à apprendre du simple fait que on n'est pas curieux de ces choses-là en particulier. On en parlait tout à l'heure. La libido sciendi, le désir de connaissance, il naît de la curiosité face à un problème
face à quelque chose qui ne fonctionne pas. Ouais, si on te vend un monde fonctionnel où il n'y a pas de problème, Exactement. pourquoi est-ce que tu aurais envie de comprendre? Alors en plus, on te vend un monde fonctionnel où on va t'apprendre des choses alors que tu comprends pas la raison, et on va appeler les leçons des problèmes. Les exercices s'appellent des problèmes, pour bien faire comprendre que si tu réfléchis, ça va être désagréable. Donc, C'était même ta volonté d'apprendre la philosophie, ça a été de voir que il y avait des gens qui se posaient des questions comme toi et qui, eux, avaient posé les mots. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant, je me disais pas que je faisais des réflexions philosophiques. Je regardais le ciel et je me disais, il y a quoi derrière? Bon. Je voyais que, je sais pas moi, papy, on le voit plus. Bah, papy, il est au ciel, justement, ou il est mort, tout simplement, dans une famille athée. Il n'est plus des nôtres. Mais ça veut dire quoi? Attends, concrètement, ça veut dire quoi? Il est mort. C'est quoi la mort? Mais qui meurt? Les vieux meurent. Oui, mais moi, est-ce que je vais devenir vieux? Donc le temps, la question du temps qui passe, la question de, je sais pas si vous le vivez déjà à votre âge, l'impression que chaque année est plus courte que la précédente. C'est terrible. Hein? Ou l'impression que certains de nos proches qui sont pourtant jeunes ont l'air d'être déjà morts. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Et c'est vrai que quand tu as 10 ans, 1 an, c'est 1/10 de ta vie. Quand tu as 40 ans, un an, c'est 1/40 de ta vie. Ça force à comprendre le perspectivisme. Ouais, exactement, le perspectivisme. Et puis aussi, à un moment donné, affronter cette angoisse de la mort qui vient, du temps qui passe. Et toutes ces questions-là, je pense qu'on peut se les poser quand on est enfant. On sous-estime beaucoup les enfants sur leur capacité à se poser des grandes questions. Je me posais précisément cette question à peu près chaque soir. C'est vrai? Ouais. Bah, tu vois. On parle aux enfants en plus en disant « Oh, tu es mignon. Oh, t'as réussi », comme si justement ils étaient un petit peu idiots. Alors qu'on remarque que les enfants qui ont plus de vocabulaire... enfant, c'est idiot. C'est celui qui n'a pas la parole. Bon, déjà, c'est immonde, je ne savais même pas. Enfante, je crois en latin. Justement, les enfants qui ont le meilleur vocabulaire, ce sont ceux auxquels les parents s'expriment tout à fait normalement. C'est, tu es une personne, je te respecte, je te parle comme si tu avais la capacité de comprendre. Ouais. Bah, effectivement, au bout d'un moment, il la développe, cette capacité. Ouais, c'est ça. Et l'école, c'est pas fait pour apprendre l'enfance aux enfants. L'école, c'est fait pour apprendre à l'enfant à devenir un adulte. À ne surtout plus être un enfant. Plus être un enfant, curieux, exactement. Qui joue et qui découvre. L'enfance, c'est la coquille. Et l'enfant, c'est ce qui va sortir de la coquille, qui par définition, à ce moment-là, ne sera plus un enfant. Ouais. Je dis souvent, un élève, c'est celui qui s'élève. Donc l'instituteur, c'est celui qui institue l'élève. Donc il y a cette idée de verticalité, de cheminement par l'esprit vers l'autonomie. Et donc l'autonomie, pour faire un peu la boucle avec ce que tu disais tout à l'heure, bah, c'est quand on intériorise des règles et des apprentissages pour pouvoir ensuite mieux les faire siens. C'est-à-dire que dans une situation de la vie de tous les jours, tu vas pas demander à ton professeur ce qu'il doit faire, tu vas intérioriser ce que ton professeur t'a appris et tu vas essayer de le mettre en application dans ta situation. Et la situation t'appartient, ta réaction t'appartient, et ainsi de suite. Pour en revenir à l'apprentissage de la philosophie, je trouve que c'est évidemment un problème, pour le coup, qu'on ne l'apprenne qu'en terminale, surtout la manière dont on l'apprend en terminale. Moi, je dis tout le temps, c'est pas possible. C'est pas possible d'apprendre le programme de terminale comme ça en 1 an à des élèves qui n'ont jamais fait de philo. Ils ne comprennent pas en fait ce qu'on leur demande. Ils se demandent ce qu'ils foutent là. Donc ils se retrouvent à apprendre par cœur. Ils se retrouvent, ça j'ai beaucoup vu, à rédiger des dissertations sans comprendre eux-mêmes ce qu'ils écrivaient. Pourquoi? Parce qu'ils partent du principe que ce qu'ils pensent n'est pas digne d'intérêt, n'a pas de valeur. Et que c'est pas ça que le prof veut lire. Oui. Alors qu'en fait, le prof veut lire justement ce qu'il y a dans ta tête. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer des phrases avec des mots compliqués qu'ils ont entendus. Ils vont essayer de les juxtaposer pour faire des phrases totalement incompréhensibles en se disant là, j'ai parlé technique, à mon avis, ça va lui plaire. Mais pour moi, là, c'est la différence entre le dressage et l'éducation. Totalement. Et la philosophie éduque là où l'école a quand même une tendance à dresser. Bien sûr. Et donc, on te demande pour la première fois de ta vie à 17 ans de penser par toi-même et qu'on respecte ce truc-là. Et ça, c'est dur, en fait. C'est dur parce qu'on t'a appris toute ta vie, non, ne pense pas comme toi, pense comme dans la case. Exactement. Et d'ailleurs, il y a plein de fois où moi, j'avais cette tendance, notamment sur les maths, à ne jamais passer par le chemin qu'il fallait et à être condamné, enfin, c'est comme ça que je le vivais, en tout cas, moi, le mot est peut-être fort, mais c'est comme ça que je le vivais, du fait de passer par un chemin qui n'était pas le chemin où il fallait passer par là, quoi. Avec un truc un peu bête et méchant, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça. Parfois, à contrario, t'en as qui ont une capacité à aller directement au résultat
Ouais, par intuition, en fait. Ouais, je faisais ça. Et il y a beaucoup Et de on va les chercheurs. empêcher d'utiliser leur intuition en disant non, c'est pas comme ça. On apprend, c'est pas comme ça qu'on résout. Oui. Tu vas poser ton opération, faire tes calculs. Et c'est ça. Et on Et- te dit ce qui compte, c'est que tu montres comment tu es arrivé au résultat. Voilà. Et finalement, on désapprend à cet élève à utiliser son intuition. Bien sûr. Parce qu'il n'y a que le mental qui vaut. Ouais. Il y a Feyerabend, je sais pas si tu connais, Ouais. qui parle d'anarchisme épistémologique. Et en fait, il parle de justement cette capacité à trouver, mais par l'intuition, qui va derrière être scientificisée. Oui. Et qu'on perd ça avec le conditionnement, en gros. Et ça rejoint aussi, moi, un chercheur que j'aime bien, c'est Nassim Nicolas Taleb, qui explique ce truc où le chercheur classique, le rat de laboratoire, en fait, ne trouve pas grand-chose quand on regarde, et que c'est plus des découvertes intuitives, notamment, je crois que les découvertes d'Einstein, voilà, d'Einstein, où justement, il les a eues par l'intuition, et toute sa vie, son travail, ça a été de comprendre et de décomposer cette intuition. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'intuition, c'est ce que Pascal appelait les vérités du cœur. C'est un lien direct vers la vérité. Sauf que parfois, si on te demande d'expliquer rationnellement comment tu as accédé à cette vérité, tu vas en être Mais incapable. t'es pas armé pour. T'es pas armé Parce que pour. prendre l'information qui est à l'extérieur et j'essaie de comprendre avec le mental. Voilà, c'est ça. Et donc, il dit, en fait, il faut abandonner l'idée de vouloir tout démontrer. Ah bah Donc, ça. il faut passer aussi par... C'est Pascal qui dit ça. Tant que tu n'abandonnes pas cette idée, tu passes à côté d'une bonne partie de l'information. Ouais, parce qu'en fait, il y avait une espèce d'opposition épistémologique, pour le coup, entre Descartes et Pascal. Descartes était un chrétien qui pensait qu'on pouvait démontrer l'existence de Dieu. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de mettre en place un certain nombre de preuves de l'existence de Dieu, des preuves rationnelles. Qui n'était pas. Donc, incroyable. Il me semble qu'elles n'étaient pas incroyables, ces preuves. elles n'ont pas fonctionné. Hein. Elles n'ont pas passé l'épreuve de... Non, et je Du pense temps. même que c'est ce qui a précipité finalement l'entrée dans la modernité, c'est-à-dire dans l'ère de la mort de la religion, quoi. Ouais. Oui, parce que Descartes, finalement, en voulant démontrer rationnellement l'existence de Dieu, il a vu qu'on ne pouvait pas démontrer rationnellement l'existence de Dieu à un moment où la raison était en train de gagner. Donc finalement, il a précipité le processus de rationalisation des esprits. Raison et foi, de toute façon, n'ont pas vraiment. Mais c'est pas la même épistémologie. On se le dit aujourd'hui, mais sauf qu'à l'époque, il y avait vraiment un désir de fusion entre la religion, entre la foi plutôt et la raison, mais qui date pas d'ailleurs de Descartes. Hein. On retrouve ça dès les scolastiques, inspirés d'Aristote, qui ont essayé de concilier les enseignements d'Aristote avec la doctrine chrétienne. Donc on est déjà sur une tentative qui a duré plusieurs siècles, mais c'était pas résolu, quoi. Et donc Descartes a voulu prouver que Dieu existait. Alors bon, il y a la preuve de l'idée d'infini. Qu'est-ce que c'est la preuve de l'idée d'infini ? C'est le fait que nous avons en nous l'idée d'infini. Or, nous ne sommes pas nous-mêmes infinis. Donc, vous voyez, le syllogisme, hein, ouais. Donc, cette idée ne peut pas venir de nous, être finie. Okay. Un être fini ne peut pas avoir l'idée d'un infini. Ouais, donc, il a fait rentrer les prémices au forceps. Si cet être n'est qu'un mental qui cherche à comprendre. Oui. Après, lui, ce qu'il dit, c'est que si on a l'idée d'infini, cette idée d'infini, elle a forcément été placée en nous par un être lui-même infini. Et moi, c'était ça sa démonstration. C'était ça sa démonstration. Un peu faible. Voilà. Mais après, attention, on peut se dire, ok, ça me convainc pas. Pourquoi ça me convainc pas ? Et moi, j'ai essayé de proposer deux objections. C'est le mieux qu'il pouvait faire, lui, puisque pour lui, il n'y avait que la raison. Mais c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, en fait, c'était la raison qui allait permettre d'arbitrer la question, qui allait permettre de trouver la solution. Il a fait avec ses outils. Et donc, une objection qu'on peut faire, c'est que déjà, sur le plan purement lexical, infini, c'est le contraire du fini. Donc en fait, l'infini se pense déjà à partir du fini. Donc, quelque part, ça remet en cause son postulat, qui est de dire l'idée d'infini provient forcément d'un être lui-même infini. Ben non, si tu es fini, tu sais que tu es fini, qu'est-ce que ce serait quelqu'un qui n'est pas fini comme moi ? Infini. Ouais. Le non-fini. Le non-nous. Donc c'est l'infini du point de vue d'un être fini, déjà, dont il parle. Donc déjà, ça met à mal son postulat. Deuxièmement, l'infini, tu peux en faire l'expérience en réalité. Ah. Ouais. Quand est-ce que tu fais l'expérience de l'infini ? Quand tu es au milieu de l'océan et qu'il n'y a aucun rivage à l'horizon. Toi, ce que tu vois, c'est l'infini. C'est l'infini sensoriel. Parce que tu ne peux pas voir au-delà de ton propre champ de vision. Ça n'a pas de sens. Mais tu es en contact avec ton infini, physiquement. Pareil quand tu es au milieu du désert.
vois, il y a des moments comme ça, des situations où ce que tu as sous tes yeux, c'est l'infini. Donc, on peut très bien avoir l'idée d'infini en tant qu'être fini. C'est pas incompatible. Par le filtre de nos sens. Voilà, par le filtre qu'on est capable de percevoir. Exactement. Donc, ça, c'était le premier argument de Descartes. Il en a un autre, alors, qui est l'argument le plus moqué dans l'histoire de la philosophie, c'est l'argument ontologique. C'est de dire, écoutez bien, Dieu est un être parfait. Or, un être parfait qui n'existerait pas ne serait pas parfait. D'accord, j'avoue, ça va. Donc, Dieu existe nécessairement. Il devait se réveiller la nuit. Hein. Il rêvait mal, mais essayez. C'est l'argument par la définition. C'est ça le problème. Parce que l'argument par la définition, c'est un sophisme, en réalité. Tu définis quelque chose. Déjà, c'est toujours réduire. Définir, ça veut dire mettre, enfin, en l'occurrence, ce que fait Descartes ici, c'est qu'il place dans sa définition les éléments de sa conclusion. Oui. C'est comme si je te disais un être qui ne peut pas ne pas exister existe nécessairement. Bah oui, puisque je l'ai défini comme ne pouvant pas ne pas exister. Mais sauf que ça ne me dit en rien si cet être existe. Donc, c'est ce que Kant lui dira en lui disant que il y a le domaine du concept et puis il y a le domaine du réel. Et ce n'est pas parce que j'ai le concept d'une chose en tête que cette chose existe nécessairement à l'extérieur de mon esprit. C'est pas forcément parce que quelque chose existe que je suis capable de le conceptualiser. Exactement, il y a des expériences qui ont montré que certaines tribus d'Amérique du Sud, je crois, lorsqu'on leur avait installé des toilettes occidentales, ils ne les voyaient pas. Elles n'apparaissaient pas dans leur champ de vision parce que c'était des choses qui, littéralement, ne faisaient pas partie de leur monde. Ou la couleur bleue. Que c'est en quoi tu crois déjà. La couleur bleue, elle a mis beaucoup de temps vraiment à apparaître dans le conscient, apparemment, de l'être humain. La couleur bleue. Alors que elle la couleur du ciel. Elle était pas du tout. Il n'y avait pas de nom. Non, il n'y avait pas de nom. Et c'est pour ça que quand vous lisez des livres historiques, vous regardez, ils citent en comparaison, ils identifient toujours, et il n'y a pas de vocabulaire pour parler de la couleur bleue. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Alors, c'est vrai que là, on est allé très loin dans le monde des idées. Je propose qu'on redescende un petit peu pour une troisième question. Pour venir à toi, finalement, et à ton rapport à l'anxiété. Parce que finalement, tu es youtubeur, tu es également donc écrivain, et tu es père dans un monde dont l'instabilité se révèle toujours un peu plus. Donc, comment tu fais pour ne pas être fou? Comment ça va? C'est une très bonne question, et j'en ai très peu parlé ça sur ma chaîne. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est un vrai sujet. Ça mérite d'être un petit peu exposé au public qui ne connaît pas ces choses-là. C'est-à-dire, quand on est créateur de contenu, on est très souvent seul. Vous êtes une équipe. Je pense que c'est une force d'être en équipe. Parce que la solitude accumulée sur des années, quand ça s'ajoute à une forme d'enfermement dans le travail, quand ça s'ajoute en plus à un perfectionnisme et au fait de traiter des choses abstraites, théoriques, générales, voire des choses... la plupart des livres que je lis, ce sont des livres écrits par des gens morts. Donc, c'est bête à dire, mais je côtoie les morts tous les jours. Et donc, tout ça, au bout d'un certain temps, ça peut provoquer une sorte d'usure du système neurologique, même une forme d'usure au niveau de la sérotonine, parce qu'il manque quelque chose. Parce qu'il manque du contact physique, charnel. Il n'y a pas de quoi combler tes besoins dans tous les neurotransmetteurs. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'ai essayé de combler ça par des activités comme le sport et aller à la salle de sport parce que je n'arrivais plus à faire mon sport chez moi tout seul, parce que j'étais anxieux en faisant mes séances de sport chez moi tout seul. Ah oui. Donc, d'être dans une salle, c'est différent parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a des êtres humains, parce qu'il y a du bruit, des odeurs, il y a la vie, en fait, la vie incarnée. Donc déjà, ça te met dans d'autres dispositions. Il y a donc l'importance de la vie sociale, de voir des gens, de discuter avec des gens, de rire avec les gens. Rire avec les gens, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire quand on se sent anxieux, déprimé, fatigué. Moi, il se trouve que je pratique la danse depuis pas mal d'années, la salsa. Ça, c'est, on dit souvent, c'est l'antidépresseur naturel, et je confirme. Ouais. Et parce qu'aussi, tout ce qui va être de l'ordre du contact physique, c'est très bon pour ce qu'on appelle les hormones du bonheur, les hormones du plaisir, la sérotonine, la dopamine, l'ocytocine, toutes ces choses-là, ou les hormones de l'attachement, qui sont des antidépresseurs aussi, puisque c'est ça qui crée ce sentiment de satisfaction, de gaieté, de joie, de légèreté aussi. La danse coche toutes les cases. Ouais. Tu es en relation avec l'autre, tu fais preuve de créativité, tu exerces de la créativité.
et tu te dépenses physiquement, tu es en mouvement. Donc en fait, en termes de potentiel addictif, c'est génial, enfin, c'est énorme. Je considère pas qu'une addiction c'est forcément mauvais. Et en termes de neurotransmetteurs, il y a tout, quoi. Ocytocine, sérotonine, dopamine, et tu ris aussi adrénaline, en plus, quand tu danses. Quand tu danses dans un cadre social et non pas dans un cadre compétitif, souvent tu ris parce que ce sont des danses où les gens ne sont pas des professionnels, donc il y a toujours des ratés. Et ça crée des moments de complicité. Tu es à l'aise avec ta peur du ridicule, Exactement, ta peur c'est du ça. rejet. C'est ça. C'est vraiment, tu joues aussi, tu fais passer ta maladresse pour quelque chose de volontaire, mais tout de suite après tu en ris pour montrer que non, tu incarnes la mauvaise foi masculine qui ne veut pas reconnaître Et ça, c'est très drôle et ça crée du lien. Et ça crée d'ailleurs un lien, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, qui n'est pas un lien sexualisé. C'est-à-dire que tu peux trouver belle ta partenaire, beau ton partenaire de danse, même attirant, mais le moment précis de la danse n'est pas un moment de parade nuptiale. Enfin si, parade nuptiale dans le sens où ça peut précéder un processus de séduction. Ça peut l'initier, ce processus de séduction, mais la danse en soi, c'est pas un cadre qui l'implique. Non, parce que pour qu'il y ait un cadre érotique, il faut déjà un minimum d'intimité, d'être dans un cadre un peu privé. Donc, mis à part les garçons qui ont la main baladeuse et qui restent généralement pas très longtemps dans ce genre d'endroit parce qu'ils se font sortir, bien sûr. Les gens qui vont pour danser vont pour danser. Donc, si je devais synthétiser un petit peu, le meilleur remède à l'anxiété, c'est l'amour. Eh ben oui, mais exactement. Mais c'est ça, parce que j'ai fait un épisode qui n'est pas encore sorti, qui va s'intituler « Pourquoi faisons-nous l'amour ?» D'accord. Et le fil conducteur de cet épisode, c'est de se dire, bon, c'est sympa. On fait l'amour, pourquoi ? Pour se reproduire. Biologiquement, c'est la fonction. Oui, mais de nos jours, on ne fait pas l'amour que pour se reproduire. C'est aussi pour avoir du plaisir. Ok. Mais c'est quoi ce plaisir dont on parle ? Et donc, c'est là que je m'intéresse et je me penche sur la question des hormones pour essayer d'analyser les effets de ces hormones sur notre rapport à l'autre et sur notre rapport au bonheur. Et il se trouve que lors d'un rapport sexuel, on produit de l'ocytocine, donc en plus de la dopamine et de la sérotonine et de l'autre que j'oublie à chaque fois. GABA, endorphine. Les endorphines après, je pense. C'est un sacré cocktail. Ouais, c'est un sacré cocktail. Eh ben, l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Ce qui veut dire... Tu te sens en sécurité. Ouais, que quand tu fais l'amour avec quelqu'un, tu crées un lien d'attachement avec cette personne. Un lien d'attachement qui n'est pas, pour le coup, que sexuel, qui mue vers l'affectif, vers le sentimental. Mais beaucoup de couples, dans leur début, se rendent compte qu'au contact de l'autre, ils ont tout le temps envie de dormir. Au début d'une relation, c'est tout le temps « Ah, on va faire la sieste. Ah, il est 22h, mais je suis déjà fatigué. » C'est la première fois depuis longtemps que je me sens en sécurité. J'ai pris 1 heure de sommeil et donc j'ai rencontré ma copine. Quand je me sens en sécurité, mon stress baisse. Ouais. Quand j'ai carburé au stress pendant des années, par peur de la vie, par manque de sentiment de sécurité intérieure, et du coup, je me retrouve de nouveau à entrer en lien avec quelqu'un, et bien le stress baisse et d'un coup, la fatigue vient. Ouais. Tu captes ? Je vois. Ouais, je vois très bien. Ouais, une sorte de redescente. Et pour terminer là-dessus, je trouve que c'est fascinant de se dire que la nature, là c'est mon côté Schopenhauer, analyse du stratagème de la nature, la nature a décidé de placer en nous des hormones qui s'activent lorsqu'on se rapproche sexuellement, c'est-à-dire lorsqu'on est proche de procréer, selon l'idée de Schopenhauer qui est que la vie n'a d'autre but que de s'auto-perpétuer. Et donc, ça crée du lien entre les partenaires, ça crée de l'attachement, donc de la confiance, donc de l'envie aussi de faire des choses ensemble. Et ça, est-ce que ce n'est pas le meilleur cadre pour faire naître un enfant ? Bien sûr. C'est-à-dire un cadre dans lequel 2 êtres vont être dédiés et liés, unis en équipe, pour son épanouissement, pour l'optimisation de sa vie. Donc au départ, l'amour qui sert à procréer, sert également à renforcer le lien entre les partenaires qui procréent. Et ça, c'est fascinant parce que c'est là que tu te dis, c'est très efficace comme système, c'est très ingénieux. Donc, désacraliser l'acte sexuel participe à favoriser des individus aliénés, le fait de détruire la cellule familiale ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que l'idée de l'amour comme une sorte de sentiment mystique qui serait totalement décorrélé du corps, je pense que c'est une illusion. Et c'est une illusion qui peut parfois être dangereuse parce que ça produit de l'idéalisation de l'autre. C'est la fameuse histoire. Je ne sais pas si c'est Stéphane Edouard qui vous l'a raconté sur le plateau. Il disait qu'une femme acceptait de coucher avec lui au bout du 100e soir où il serait venu se prosterner devant elle.
Et le gars le fait 99 fois et le 100e fois, il ne le fait pas. C'est un conte perse, je crois. Oui, c'est ça, ici, ouais. on perce. 99 000. Parce que c'est l'idée qu'en fait, ce qui est agréable, ce qui rend heureux, c'est la projection, c'est le désir. C'est ce que disait Rousseau. Hein. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère. La dopamine est sécrétée à l'idée de. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. La motivation. C'est le craving, c'est la recherche de Ouais. la dopamine. Voilà. C'est ça, c'est une recherche. projection anticipée de la récompense qui fait que ça te donne la motivation. C'est la mise en mouvement. Mais le désir nous rend heureux. Comme dirait Rousseau, le bonheur cesse où commence la jouissance. Eh bien, c'est intéressant de se dire qu'il y a aussi cet aspect-là dans le désir amoureux qui, s'il est consommé jusqu'à son terme, peut commencer finalement à se retourner contre lui-même. D'où le fait que les premières années de couple soient sexuellement, généralement, les plus épanouissantes. C'est parce qu'on n'en est pas encore au stade de la monotonie, de l'habitude, habitude/lassitude, qui fait que le lien d'attachement commence un petit peu à se fragiliser. On doit dépasser les roses maintenant. Ouais, c'est ça. Et ben exactement. Souvent, l'idée, c'est de remplacer l'attirance sexuelle, donc je dirais la coopération, voilà, par des engagements. Et donc passer la co-construction de quelque chose d'autre. Passer en fait du désir au contrat. Et passer du désir au contrat, c'est se promettre fidélité, même si on ne s'aime plus. Hein? Parce que finalement, le mariage, c'est ce qui t'oblige à rester avec la personne. Donc c'est un contrat, c'est un engagement moral. Mais sauf que les sentiments, tu les contrôles pas. Tu ne décides pas d'avoir des sentiments. C'est ça que Sartre disait que le mariage était quelque chose d'impossible, parce que tu promets quelque chose sur quoi tu n'as pas de prise, en fait. Tu promets d'aimer. Donc en fait, non, tu ne promets pas d'aimer. Tu promets de rester même si tu n'aimes plus, en réalité. Oui. Ce qui rend les choses beaucoup moins romantiques quand on y pense. Oui, ça désillusionne un petit peu, quoi. Mais... Ça désillusionne un petit peu. Et pareil, c'est la phrase de Beck BD, l'amour dure 3 ans. Et je m'étais amusé à dire, ça tombe bien, parce que si l'amour dure 3 ans, 3 ans, c'est pile ce qu'il faut pour que l'enfant ait commencé déjà à se former. Alors évidemment, il n'est pas indépendant à 3 ans, mais c'est le minimum pour sortir de cette zone de vulnérabilité extrême de l'enfant qui fait que, si la coopération commence un petit peu à se fragiliser à ce moment-là, on va dire que les 3 premières années sont quand même assurées. Tout ça est extrêmement bien rodé. Et les 4,5 milliards d'années de recherche et développement ont donné quelque chose qui fonctionne plutôt bien quand tu n'interviens pas. Mais écoutez, je trouve que on s'entend un petit peu tous trop bien. Ouais, je vais essayer de casser un peu ça. Voilà. Ah oui, non, j'ai pas ressenti de pression pour l'instant. Eh ben, on va essayer de changer ça. On va essayer d'aller plus loin. Avec une phase un petit peu plus débat concernant la question justement d'investir le politique. Puisque nous avons 2 individus qui sont plus proches du libertarianisme ou du moins du minarchisme. Et du coup, Charles, toi, tu es plus proche justement de Michéa et d'une gauche. Alors, socialisme. Plus du socialisme. Du socialisme au sens ouvriériste, un petit peu à l'ancienne du 19e siècle. D'accord, donc j'imagine que vous n'avez absolument pas la même conception de l'État et de son importance. Alors justement, peut-être, Timothée, est-ce que tu as envie d'ouvrir le bal, plutôt toi, Arti ? Peut-être commence par le minarchiste pour que je puisse aller sur le libertarianisme, pour expliquer ce que c'est. Tu vois ce que ça désigne ou pas ? Je vois ce que ça désigne, mais je veux bien... le minarchiste, c'est considérer qu'on a besoin d'un État, mais qu'il doit avoir le moins de pouvoir possible. En tout cas, qu'il doit s'occuper que de quelques aspects du régalien, de la sécurité, et de faire en sorte que les contrats soient respectés entre les acteurs, quoi. D'accord. Et partout ailleurs, on n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui dans l'éducation, on n'a pas besoin de lui dans la santé, on n'a pas besoin de lui... Enfin, le privé fait les choses très bien, la destruction créatrice fait les choses très bien. Et c'est Charles Gave qui dit ça. Je préfère la main invisible d'Adam Smith plutôt que le coup de pied au derrière de Staline, tu vois. Donc, le minarchisme, c'est ça. Il faut un État, mais il ne faut pas qu'il aille foutre son nez partout, tu vois. Il s'occupe de ce pourquoi il est conçu à la base. Et pour tout le reste, qu'on nous foute bien la paix et laissez-nous nous démerder. Et laisser le non-interventionnisme et la nature faire les choses, quoi. D'accord. Procéder par l'essai-erreur, donc le fait qu'un système qui ne sert à rien, s'il n'est pas suralimenté par un système totalement hors sol, que peut être par moment le socialisme, alors il finira par mourir et laisser place à autre chose. Et aussi, c'est agir sous le principe de finalement réfutabilité de Popper à un endroit, de le marché teste et réfute ce qui ne marche pas à un endroit, et donc plus laisser place à cette liberté à cet endroit-là, pour qu'il y ait un système vivant et pas des systèmes morts. Moi, j'aime bien la métaphore, finalement, c'est à plein d'endroits et à plein d'égards, et je ne réduis pas le socialisme à ça,
mais c'est arroser un jardin qui est déjà mort. Et parce que c'est prendre l'énergie du voisin pour alimenter quelque chose qui est hors sol, où les gens n'ont pas forcément de responsabilité. C'est aussi ma vision. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de responsabilité de skin in the game, selon moi, les gens agissent comme des gosses de riches avec l'argent de l'autre. Skin in the game, tu peux expliquer juste c'est une notion de Taleb, justement. Moi, j'aime bien, Nassim Nicolas Taleb, de jouer sa peau. Parce que en fait, quand tu engages quelque chose, alors tu t'engages ta personne et tu prêtes attention à. Tandis que si moi je te prends ton argent pour faire un projet, je te permets pas. Voilà. Et ton consentement n'est pas nécessaire. Ton consentement n'est pas nécessaire. Et du coup, ça n'implique pas ma responsabilité. Et à terme, je pense que c'est un système qui va dans le mur selon moi là-dessus. Donc moi, je suis entre le minarchisme et le libertarianisme, dans le sens où je pense que le libertarianisme est trop idéal, mais selon moi, une minarchie permet justement plus un élan de vie déjà que le système actuel. C'est ma position en tout cas. Et après, je pourrais un peu plus définir le libertarianisme s'il y a des gens qui. Charles, il y a eu des réactions en toi, je sens. Ouais, j'ai une réaction. C'est une fois qu'on a dit à quel modèle on adhère. Quelle est l'étape suivante? À quel modèle on adhère intellectuellement ou à quel modèle on adhère malgré nous de par notre biologie? Non, intellectuellement. Là, les positions que vous exposez, ces positions-là, comment vous les implémentez dans la société? Vous avez ce que je veux dire? Déjà par le partage de ces idées-là, puisque c'est autour d'une idée que finalement des individus peuvent se réunir, ou soit l'idée implique une modification à un moment de la réalité, soit la réalité change et donc les idées changent. On peut voir à deux niveaux. Donc soit c'est agir à ce niveau-là, et moi l'action ne passe pas par en tout cas moi c'est ma vision, par un truc révolutionnaire contre le socialisme ou ce genre de truc et dire bouh c'est nul et tout, parce que si ça marche, enfin si c'est encore d'actualité, c'est que les gens en veulent au bout d'un moment, et du coup tu vas pas surimposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Et donc ça part déjà par pour moi le truc le plus efficace et qui peut être vu comme de la lâcheté à un endroit, c'est le désengagement. Parce que pour moi la révolution ne fait que renforcer finalement un système qu'on combat. C'est un peu un mécanisme d'adolescent où je ne veux pas que la réalité soit comme ça. Au bout d'un moment elle est comme ça et puis il faut vivre aussi avec, quoi. Et donc pour moi c'est à la fois le désengagement et le partage qui permet peut-être d'amener les gens à la réflexion et puis aller sur un système qui est meilleur. Et est-ce que vous pensez l'un et l'autre qu'il y a des signes qui vous font penser qu'on va vers ça, ou au contraire qu'on s'engage dans une direction opposée? À quel horizon de temps? À l'horizon, je sais pas moi, 20, 30, 50 ans? En France? Ouais. D'abord commencer peut-être par 10 ans. Je pense qu'à horizon de quelques années, quelques décennies, on ne va malheureusement pas vers ça. On va vers toujours plus d'interventionnisme, de contrôle et de crispation. Mais je pense qu'à horizon de temps plus large, on va inexorablement vers ça, parce que c'est la voie de moindre entropie, que du coup la vie va vers ça. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais malheureusement, là, à court terme, on va pas vers ça. Malgré les outils de surveillance qui se développent de plus en plus, malgré c'est pour ça, à cause de ça en partie, que je dis qu'à horizon de quelques années, on va pas vers ça, en tout cas ici en France. D'accord. Il y aura une tentative de... Il y a une tentative de resserrer la vis pour éviter... L'identité numérique, par exemple. Voilà, par exemple. Okay. Et tout à l'heure, vous m'avez posé la question liberté ou sécurité. J'ai répondu liberté. Vous répondez quoi? Liberté, évidemment. Liberté, évidemment. La sécurité n'est pas un droit. La liberté, oui. La liberté de l'individu de jouir de son corps, de son intégrité, est un des droits naturels dans la théorie libertarienne. C'est Benjamin Franklin. Ceux qui sacrifient la liberté pour la sécurité ne méritent ni l'un ni l'autre, et de toute façon vont les perdre tous les deux. Voilà, j'en profite pour faire un petit rappel sur les fameux droits naturels. Donc dans la théorie libertarienne, on considère que le droit naturel... C'est un droit rationnel, c'est pas un droit naturel. En fait, le nom est merdique, déjà, de base, parce qu'on pense droit naturel, mais qui est parce que par définition, un droit, il est institué dans un cadre... Justement. Le droit naturel se veut être un droit qui précède ça. Voilà. Et donc, dans ces droits, on ne garde que le droit de propriété sur soi
Et sur ce qu'on a Modifier c'est dans le réel. le premier qui a Produit ton travail, quoi. Voilà, c'est ça. Le droit de contracter librement avec son prochain, Sans un tiers. sans qu'il y ait forcément un tiers qui intervient. Par exemple, là, t'es venu sur le podcast, il n'y avait pas besoin d'avoir un tiers pour prendre la décision de oui, on signe un papier, il vient bien et tout ça. Il y avait un engagement de bonne foi. Ouais. Donc c'est Attends, le troisième, c'est l'intégrité, non? Oui, l'intégrité. En fait, c'est de la propriété privée, mais de soi. Okay. C'est-à-dire, en fait, si vous n'avez pas le droit de m'agresser ou de. Ouais. Mais qu'est-ce que ça t'évoque justement, ça, Charles, philosophiquement ou même personnellement? Tout le reste ne devrait pas être considéré comme un droit inaliénable pour un individu. Je retrouve quelques concepts qu'on trouve dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, c'est-à-dire la philosophie des Lumières, ce qu'on appelle le droit naturel, justement, où plusieurs droits sont mentionnés comme étant les droits naturels. Donc, mais qui n'ont pas, selon ce truc-là, désolé, je te coupe, Vas-y. Qui n'ont pas passé l'épreuve du temps de la rationalité parce que ça impliquait tout le temps des entités liées. Et le fait de, en fait, ce droit entraîne le fait que, du coup, oui, mais tu prends mon droit contre. Alors justement, c'est pour ça que la question de liberté ou sécurité m'apparaît intéressante, parce que dans la Déclaration des droits de l'homme, il y a la liberté et la sécurité, qui à l'époque s'appelle encore la sûreté. Okay. Et il y a aussi la propriété, effectivement, qui est mentionnée comme un des droits naturels de l'homme. Moi, je vous avoue que j'ai un peu de mal avec l'idée que la propriété serait un droit naturel. Il n'y avait pas le droit à la paresse? Ah, ça, c'est Paul Lafargue, le droit à la paresse. Ah, moi, ça me fait penser à Sandrine Rousseau. Oui, c'est grâce à elle que je connais. Elle a cité justement Lafargue, qui est quand même assez minoritaire et marginal dans le socialisme. Mais ce serait intéressant d'en parler, ce rapport au travail et à la nécessité de l'effort. Toujours est-il que liberté et sécurité et propriété, voilà. Je disais, moi j'ai du mal à considérer la propriété comme un droit naturel, parce que j'ai du mal à considérer comme naturel des droits dont certaines personnes sont matériellement exclues. Ce que je veux dire, c'est que le droit à l'intégrité, intégrité physique, j'entends, je peux encore l'entendre comme un droit naturel, au sens où tout le monde est concerné directement par le désir de son intégrité, l'attachement à son intégrité. En revanche, le droit de propriété ne concerne que ceux qui ont les moyens matériels d'accéder à la propriété. Donc, si moi, par exemple, je suis un prolétaire et que j'ai le droit à la propriété, par rapport à quelqu'un qui a ce même droit mais qui a les moyens matériels, il y en a un qui est propriétaire et il y en a un autre qui n'est pas propriétaire. Ce que je veux dire, c'est que le droit, en tant que formalisme, il ne dit rien de ce que les gens font ou de ce qu'ils ne font pas, et même il ne dit rien de ce qu'ils peuvent faire concrètement. De ce que sont leurs capacités bien sûr, intrinsèques. Exactement. Oui. Le droit, c'est toujours un système abstrait. C'est pour ça que Marx disait les droits de l'homme, c'est les droits abstraits de l'homme abstrait. C'est-à-dire de l'homme qui peut s'émanciper des conditions matérielles, ou plutôt des contraintes matérielles. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que l'homme au sens des droits de l'homme? C'est le bourgeois. Parce que c'est lui que ces droits concernent. C'est assez intéressant parce que cette idée justement du droit naturel à la propriété, il n'est pas forcément universel, parce qu'il me semble que les Américains, quand ils sont arrivés justement ce qu'allait devenir les États-Unis, ont commencé en négociant des territoires avec les Indiens. Après les avoir massacrés, ils sont mis à négocier, quand il leur restait 2-3. Ouais. Et donc, au départ, ils sont allés voir justement certaines tribus, on dit oui, à combien vous voulez ce territoire? En fait, ils les ont eu à des prix dérisoires. Pourquoi? Parce que c'est quoi la prochaine étape? Ils veulent acheter le ciel aussi? C'est pas possible, ça appartient à tout le monde. C'était absolument pas dans leur logiciel le fait que propriété privée égale tu ne viens pas sur mon territoire, c'est à moi, je construis et tu perds. Donc c'est plutôt cohérent avec tout ça. Et c'est très intéressant, je sais pas si vous avez vu la série Yellowstone. Non, c'est vraiment l'illustration de ça, c'est-à-dire que c'est une famille de ranchers de l'état de, je sais plus, c'est de Virginie, je me trompe peut-être. C'est pas le Nevada? Non, c'est pas le Nevada. Je me trompe peut-être, c'est peut-être pas la Virginie, mais peu importe, c'est pas grave. Qui vivent là depuis 7 générations sur une terre qui, de manière ancestrale, appartenait aux Indiens. Et ils ont essayé de rester en bonne intelligence avec les Indiens qui vivent autour d'eux. Et du coup, John Dutton, qui est le patriarche, joué par Kevin Costner, il devient l'Indien pour les capitalistes financiers qui veulent s'approprier ces terres pour construire un aéroport et pour construire des stations touristiques. Et donc, il se met à jouer l'Indien
qui défend ses terres. Et donc, les rôles sont renversés, c'est-à-dire que l'ancien colon devient plus proche des Indiens que des nouveaux colons, en quelque sorte. C'est-à-dire. Bon prémisse. Ouais, oui, ok. Il y a une boucle à chaque fois où ça se remplace. Et on peut dire que la différence philosophique fondamentale entre John Dutton et les Indiens, c'est la propriété. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les Indiens, la terre appartient à tout le monde. Donc, il n'y a pas lieu de la diviser, il n'y a pas lieu de mettre des enclos et des barrières. C'est la phrase de Rousseau. Le premier qui eut l'idée d'enclore un terrain et de dire « ceci est à moi », fut le vrai fondateur de la société moderne. Et donc, Dutton, lui, il tient à la propriété, c'est-à-dire ce sont ses terres et il défend ses terres. Mais il les défend contre des hommes qui n'ont fait que pousser sa logique de propriétaire plus loin. C'est-à-dire passer de la propriété à la propriété lucrative. On ne veut pas simplement posséder, on veut exploiter. On veut jouir d'eux. On veut jouir d'eux. Et potentiellement jouir du travail que vont faire les autres à notre place. Donc, est-ce que c'est des financiers et des agents immobiliers? C'est des gens qui achètent pour vite dériver. Oui. Voilà. Et donc, ce qui désespère John Dutton, c'est que pour lui, ces gens-là, ces financiers, ont complètement perdu l'esprit des pionniers américains qui étaient dans un esprit de conquête et dans un esprit de travail, de construction par le travail. Et maintenant, les nouveaux financiers veulent simplement s'accaparer pour louer. Mais la réponse à ça, alors, qu'est-ce que ça serait? Ce serait plus d'État pour justement encadrer les droits des individus, les droits des Indiens, ou bien, au contraire, moins d'État pour que les individus puissent négocier d'égal à égal. C'est compliqué parce que là ça aussi, dépend alors, si l'État devient une source de connivence ou et voilà, Et c'est ça. pour C'est qui moi, crée l'État. L'État devient quasiment toujours systématiquement une source de connivence. parce qu'il parce concentre que le pouvoir. C'est un, et qui c'est favorise un- la Qui a la capacité de créer l'État? Sinon, ceux qui ont le pouvoir avant que l'État n'existe. Ah oui. Donc, automatiquement, L'État n'est qu'une pour moi, émanation de gens qui ne veulent l'État pas américain respecter est le une droit émanation d'autrui. des colons américains. Pour moi, du coup, c'est aristocratie. mettre une arme dans les mains de terroristes. Oui. Et c'est pour ça que je suis pas pour l'anarchie, parce que l'anarchie, on sait ce que ça donne, mais je suis pour un État minimum pour éviter une corruption, tout en mettant une disposition où on peut vivre ensemble sans se mettre sur la gueule, quoi. Ouais. Et c'est jouer avec ce truc de toute façon, l'État sera toujours détourné à l'avantage de plus riches qui peuvent influencer, être de connivence avec. Donc, il faut résoudre cette problématique à un moment. Et alors, bon, il y a deux choses. Liberté, sécurité. Moi, je retiens quand même une citation, je ne sais plus de quel auteur elle est, mais qui dit que dans un régime de liberté totale, c'est le règne du plus fort sur le plus faible. Parce que la liberté des uns, elle a plus d'ampleur que la liberté des autres. La liberté de nuire des puissants est plus forte que la capacité de se protéger des faibles. Donc la liberté totale, même si je choisis la liberté à la sécurité, je le fais en ayant conscience que je suis peut-être dans une position suffisamment privilégiée pour pouvoir préférer la liberté à la sécurité. Ça amène des groupes de faibles à se rassembler contre des forts individuels. Il n'y a pas besoin, parce que dans un logiciel libertarien, il y a le principe de non-agression, et donc il n'y a plus besoin de se prémunir de ça. Mais c'est vrai que dans le réel, c'est Ça veut dire quoi par principe de non-agression? Si j'agresse l'autre, je le fais en dépit de son droit de jouir de lui-même. Et donc, je ne respecte pas la théorie libertarienne. C'est pour ça qu'on dit que c'est idéaliste. Mais qu'est-ce qui t'en empêche au-delà du fait que... c'est pour ça que sur moi soit c'est un accord collectivement avec une espèce de minarchie qui permet de faire régner cet ordre-là, ces trois droits naturels. Soit c'est les individus qui, collectivement, quand quelqu'un ne respecte pas l'intégrité de quelqu'un, se mettent en accord pour condamner, enfermer. En fait, c'est ce qui se passe déjà en soi actuellement. Oui, ou avec dans un modèle plus communautés, complexe. même dans certaines communautés du 19e siècle, ou certains villages, qui essayent de... en fait, qui éliminaient systématiquement les perturbateurs du groupe pour que le groupe puisse fonctionner harmonieusement. Oui, c'est l'idée que la communauté, en fait, apporte un intérêt aux individus qui la composent. C'est l'idée qu'on ne se met en groupe que parce que ça a une utilité. C'est Rousseau qui ça crée des biens communs, des intérêts communs. Des intérêts communs, exactement. C'est justement ça, voilà, c'est Rousseau. On s'est mis à vivre en société parce qu'on s'est rendu compte qu'on était plus fort à plusieurs qu'isolés. On peut soulever une voiture à 8 individus, mais un individu seul qui essaierait 8 fois n'y arriverait pas. Donc la force ne s'additionne pas, elle se multiplie. Et donc c'est dans l'intérêt de l'individu de faire partie d'un groupe ayant les mêmes intérêts. Maintenant, la question c'est de savoir
à partir de quand cette communauté devient société. Sous-entendu, à partir de quand on met en place des institutions et des administrations pour faire fonctionner cette communauté. Et c'est à partir de là que, généralement, les problèmes commencent. À partir du moment où il y a une plus grande proportion dans ce groupe de gens qui ne comprennent pas le principe de responsabilité individuelle, peut-être. Ok. Moi, j'allais dire à partir du moment où des gens se voient dotés d'un pouvoir. Et d'un pouvoir qui, en plus, est le pouvoir, donc le pouvoir de l'État, c'est le pouvoir de l'institution. Et tu sais, c'est dans le Léviathan de Hobbes, il explique que l'État, c'est l'équivalent de Dieu sur Terre. Il n'est pas éternel, mais il est perpétuel. Donc il a une naissance, mais il n'a pas de mort. Et c'est pour ça que parfois, les affaires administratives peuvent s'étaler sur des années, voire des décennies, parce qu'en fait, l'État a le temps. Ouais. Et il est là pour les te faire individus comprendre que ce que tu as fait aujourd'hui, peut-être que dans 30 ans, ce ne sera pas terminé, en fait, parce que l'État a le temps. Il est perpétuel. Et ça, c'est une manière aussi d'asseoir son pouvoir, presque mentalement, sur les individus. En disant, je suis condamné à payer ou à être puni, à assumer ma condamnation parce que l'État ne me lâchera jamais. C'est ça que l'État le pouvoir a toujours cherché à se justifier lui-même ou au moins se légitimer, que ce c'est soit ça. parce que il vient directement de Dieu ou bien aujourd'hui parce qu'il émane justement d'une volonté populaire. Moi, l'État, je suis le peuple. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, j'aimerais rebondir et te poser une autre question. On parle d'aujourd'hui, on parle de notre situation, on parle du pouvoir. Quel serait selon toi un philosophe ou du moins un courant philosophique qui nous serait justement essentiel tant pour nous vivre sereinement ou pour comprendre le monde? Mais attention, autre que le stoïcisme. Ok. Autre que le stoïcisme. Non, en plus, j'étais en train de me dire que j'allais me retenir de répondre par le stoïcisme. C'est parfait. Donc, alors, je dirais, pour, disons, essayer de vivre et de survivre dans les temps actuels, je pense que il y a des philosophes qui permettent de comprendre que ce qui nous paraît absurde ne l'est pas toujours. Et qu'il y a des raisons qui nous échappent, il y a des causes qui nous échappent. C'est un peu le contraire de l'absurde chez Camus. Camus nous dit on évolue dans un monde finalement où on ne se pose pas de questions, alors qu'à un moment donné, les questions surgissent et on se rend compte que c'est absurde. Là, c'est plutôt le contraire. On est dans un monde qui nous paraît absurde, mais en fait, quand on creuse et quand on analyse, on s'aperçoit qu'il y a des logiques. Tout est à sa place. Ouais, tout est à sa place. Et le monde est parfaitement imparfait. Voilà. En fait, le chaos, quand tu vois le chaos comme une manifestation de l'ordre, c'est-à-dire que c'est ce dont l'ordre se sert pour s'auto-consolider et s'auto-perpétuer, tu comprends que le chaos fait partie de l'ordre. Donc ce chaos, la question, c'est de savoir qui le dirige, comment est-il dirigé, où va-t-il, où mène-t-il. Moi, quand je vois une guerre qui est déclenchée dans un endroit de la planète, je me dis pas c'est le chaos. À qui profite le crime? Oui, exactement. J'essaye de comprendre la chaîne de médiation qui a amené à cette intervention en me disant, là, il y a des intérêts qui sont en train d'être défendus. C'est très rationnel, c'est très logique. Que ça ne me plaise pas, que ce soit contre mes intérêts, que ça me fasse de la peine, tout ce qu'on veut, ça, c'est du chaos émotionnel, c'est du chaos de ressenti. Même écologiquement, je trouve qu'un bombardement, il y a quelque chose d'horrible. Bien sûr. Enfin bref, je trouve ça effectivement absurde, mais d'un point de vue de citoyen ordinaire qui n'espère rien d'autre que l'harmonie entre les peuples et les êtres humains. Mais sauf que quand on est au pouvoir, c'est pas ça qu'on recherche. On ne recherche pas l'harmonie. Exactement. Donc tous les courants philosophiques qui permettent de comprendre et de dévoiler la nature réelle des hommes de pouvoir, je trouve que c'est très bien. Donc là, je peux Laborie m'a énormément aidé pour digérer ça et être en paix avec ça. Ok. Bon, moi, le texte classique, enfin l'auteur classique que je recommande à ce moment-là, c'est Machiavel. Parce que Machiavel, c'est quand même un monument de transparence et alors pas de cynisme, parce que je dirais que quand on parle de cynisme, je parle pas des cyniques grecs, mais quand on parle de cynisme aujourd'hui, on sous-entend quand même une forme un peu de mépris, d'humour noir. On se présente comme un peu hautain, quoi. Ouais. Alors que non, là, on n'est pas dans le cynisme, on est dans le réalisme qui s'assume comme tel et qui est de dire, en fait, qu'est-ce que c'est le pouvoir ? Le pouvoir, c'est une entité qui, pour être conservée, pour s'augmenter, ne doit pas se poser la question de la bonté, de la vertu de ses moyens. Donc, c'est la phrase « la fin justifie les moyens ». Pourquoi la fin justifie les moyens ? Parce que qu'est-ce qui compte pour un État, pour un pouvoir quelconque, pour un dirigeant ? C'est de se maintenir. C'est de se maintenir.
C'est son but. Conserver ses privilèges. C'est de se conserver. Parce que toutes ces sources de gratification. Le pouvoir est comme un organisme vivant. Le but d'un organisme vivant, c'est de persévérer dans son acte. De se perpétuer. La Bourrie dit voilà. ça, et la si sociologie possible, dit ça. Même de se développer. Grossir. Voilà, exactement. Donc ça, on arrive à ce qui va être logique expansionniste, impérialiste, etc. J'ai un petit truc là-dessus sur j'ai plusieurs trucs. Études sur des zadistes. Enfin, il n'y a pas besoin de faire une étude. En fait, des zadistes qui se sont réunis pour manifester contre la construction d'un aéroport. Et une fois que l'aéroport n'avait pas été construit, ils ont continué à faire groupe. C'est-à-dire que la logique du groupe est plus importante que la cause pour laquelle il se bat. Intéressant. Un groupe d'alcooliques anonymes, s'il n'y a plus d'alcooliques, il y en a un qui redevient alcoolique pour justifier la présence du groupe. Et du coup, tout groupe tend à s'auto-perpétuer parce que l'humain est grégaire et qu'il y a cette logique qui domine et cette volonté de... Bref, je te laisse continuer. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Hein. Honnêtement, les phénomènes comme ça, je trouve, de psychologie collective, de sociologie quotidienne, en fait, je trouve ça génial. Et pour en revenir donc à Machiavel, Machiavel, c'est quelqu'un qui analyse le pouvoir comme s'il parlait d'un organisme. Et je trouve que c'est très efficace. Un organisme qui, du coup, doit lutter pour sa survie. Et voilà, qui doit lutter pour sa survie et qui, quelque part, prend le dessus sur la raison. Et oui. C'est-à-dire que on parle de la raison d'État. Hein. La raison d'État, elle est au-delà de la raison individuelle, de la raison humaine ou de la raison morale. La raison d'État, c'est ce qui fait que tu peux aller assassiner des opposants politiques ou des gens qui t'empêchent de manœuvrer comme tu le voudrais. Et c'est pour ça que, en situation de stress intense, tu comprends pourquoi un État peut devenir particulièrement agressif, quitte à être grossier, à faire des erreurs de parcours, tu vois. Ouais, mais exactement. Machiavel l'explique. Il dit que parfois, il faut savoir inspirer la crainte. Alors, il développe en fait une sorte de double stratégie. Hein. Il y a la stratégie de l'amour et la stratégie de la crainte. C'est bien d'être aimé parce que on a plus tendance à t'obéir si on t'aime. Mais par contre, à choisir entre l'amour et la crainte, c'est la crainte qui est la plus solide. Parce que quand on craint quelqu'un, on va lui obéir indépendamment des sentiments qu'on a pour lui. Alors que si on aime quelqu'un, mais qui ne nous inspire pas la crainte, il suffit que l'amour soit contrarié, il suffit que l'amour soit déçu pour que là, on puisse se révolter. La crainte est plus stable que l'amour. Voilà, la crainte est plus stable. Mais quel type de crainte ? Une crainte qui serait comme celle qu'on a pour le père ou une crainte qui serait plus celle qu'on a pour le tyran ? Je dirais les deux. C'est-à-dire qu'il y a la crainte de celui qui peut potentiellement envoyer l'armée, de celui qui peut potentiellement nous mettre en prison, hein, même si évidemment les institutions sont indépendantes, mais ce que je veux dire par là, c'est la peur de des forces de l'ordre, au sens strict du terme, et puis aussi des décisions qui peuvent être prises par un dirigeant qui vont contre nos intérêts. Et donc, il y a cette idée que le dirigeant, si jamais on commence à trop vouloir le malmener, on peut aussi provoquer chez lui des actions et des réactions qui vont aller contre nos propres intérêts. Il faut toujours laisser un échappatoire. Ouais. C'est l'art de la guerre, ça. Et ouais, exactement. Pas mettre un état de haut mur. Ouais. Les gilets jaunes ont mis l'état de haut mur. Et ils ont voilà. eu quoi en échange ? Des mains arrachées, des yeux crevés. Exactement. Et c'est là où justement le pouvoir, perdant le contrôle, doit le récupérer, et il le récupère là par une violence extrême, exactement, où là, c'est dernier avertissement en fait. C'est vraiment le dernier avertissement. Ouais. Et le monopole de la violence légitime qui a été théorisé par Hobbes, qui est le plus bel oxymore de la philosophie politique qui soit, puisque le monopole de la violence légitime, c'est le monopole que l'État accorde à sa propre violence. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire vous m'obéissez parce que vous m'obéissez. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autre explication que ça. Et donc Machiavel, le dirigeant doit être expert dans l'art de simuler et de dissimuler. Je trouve ça très beau. Dissimuler sa nature de renard, simuler sa nature de lion. La ruse et la force. Tout est dit. C'est ça que je me permettrais de conseiller à ceux qui vont regarder ce podcast 2 autres de tes vidéos qui personnellement m'avaient beaucoup plu. C'était celle déjà sur le discours de la solitude volontaire et Simone Veil, avec justement note sur la suppression des partis politiques. C'est vrai que j'aurais pu parler de ces 2 épisodes et de ces 2 auteurs parce qu'effectivement, moi, Simone Veil, je suis en admiration devant cette philosophe, devant sa capacité, cette lucidité que je trouve très belle, à être à la fois très engagée auprès de la cause des prolétaires. Oui, elle a vécu réellement. Voilà. Elle est morte épuisée à, je ne sais plus quel âge, 34 une quarantaine d'années. Ouais, voilà, très jeune. Je crois. Ouais, moins de 40 ans. Moins de 40 ans, ouais. Ah ouais, vraiment une femme admirable sous bien des rapports.
Et moi, je me reconnais beaucoup dans cette idée que les partis politiques ne sont pas là pour chercher la vérité, ni même pour chercher la justice, mais qu'ils sont là... Pour servir leurs propres intérêts. Ouais, qui sont là pour grossir et prendre le pouvoir, en fait. Hein. Les partis servent à prendre le pouvoir, et le reste n'est, comme disait Ionesco, le reste n'est qu'alibi. L'idéologie est un alibi. Je crois de plus en plus à cette phrase. D'accord. Oui, ce n'est qu'un alibi pour fédérer. Un alibi pour fédérer. Un alibi aussi pour capter l'électorat qu'on estime être l'électorat le plus conséquent à un certain moment. Ça veut dire que ça va au-delà de l'opportunisme qu'il y a chez certains hommes politiques à défendre les idées quand ça les arrange et à pouvoir retourner leur veste. Hein, Oui, c'est la encore magnifique chanson de Dutronc, l'opportuniste, c'est ça, je retourne ma veste toujours du bon côté. Donc je sais me positionner, je sais sentir la direction du vent pour savoir ce qu'il faut dire. Mais là, on est dans encore quelque chose un niveau supérieur. C'est de se dire qu'on va mobiliser des passions collectives en utilisant des armes idéologiques dont on sait qu'elles vont provoquer tel stimuli dans la population. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Il y a une phrase que tu dis que j'aime bien, c'est, je ne sais plus dans quel épisode maintenant, là où les passions parlent, la raison se tait, et la politique attise les passions. Voilà. Donc, la raison est tue quand on parle de politique. Bien sûr. Il n'y a qu'à voir dans un repas où tout se passe bien quand tu te mets à parler de politique. On l'a vécu il n'y a pas longtemps. Ouais. La politique, c'est vraiment l'art d'enflammer les passions, vraiment. Et d'ailleurs, quand on voit une élection, on a l'impression qu'on va assister à un combat de boxe. Le débat, métaphore du combat. On veut un combat de boxe. On veut un combat. Et avec un sacrifié et un vainqueur. Avec un sacrifié, avec un vainqueur. Et puis chacun porte les couleurs de son candidat, de son poulain, de son équipe, quoi. C'est exactement la même logique. Hein. De toute façon, politique, guerre... Oui, politique, guerre, c'est la même chose, puisque y a des militants politiques, mais il y a des militaires à la guerre. On porte le drapeau de sa nation, on porte le drapeau de ses idées. Y a vraiment tout... d'un côté, on convainc, de l'autre, on convertit. Donc, c'est vraiment cette idée de conquérir. Il y a une dimension stratégique dans les deux cas. Stratégie. Réfléchir, c'est désobéir. Les recrues, c'est vraiment recruter. Hein. Réfléchir, c'est désobéir. Oui, voilà, c'est exactement. Sinon, tu trahis le parti ou bien tu trahis. Voilà, merci de ramener sur exactement le propos de Simone Veil. Et si tu désertes, dans les deux cas, on va te condamner pour ça. Quoi ? Tes ancêtres se sont battus pour ça. Puis le traître, t'as pas le droit de te plaindre le traître à la patrie, le traître à la cause. Ça, tout fonctionne. C'est vraiment deux rails parallèles. La logique religieuse et politique. La logique religieuse, politique et armée, en fait. Ouais. C'est exactement la même. Biker à un endroit, en fait, il y a une phrase que j'aime bien, c'est les religions, c'est les sectes qu'on réussit, de je sais plus qui. Et donc, si on ramène la religion à la secte, alors on ramène la politique à une secte, une forme de secte. Hein, totalement. La secte, au départ, c'est une section, c'est un secteur. Une secte. C'est une portion. Okay. Et je trouve que le sectarisme est devenu justement une arme d'hystérisation collective. C'est-à-dire qu'il faut diaboliser les idées adverses. Il ne faut pas les faire entrer dans le champ de l'acceptabilité. Il y a un cordon sanitaire autour des idées qu'on considère comme étant... Voilà, c'est des repoussoirs, il y a tout un cordon sanitaire, il y a tout ce champ lexical qu'on retrouve beaucoup, tu vois, dans le monde de la santé, des idées contagieuses, la contamination. Il en parlait un peu d'ailleurs, Ionesco, hein, quand il parlait de la contamination idéologique. Il y a vraiment ça. Et donc l'idée que l'autre est dangereux. Voilà. En fait, la politique se nourrit de l'idée que l'autre est dangereux et que si l'autre est dangereux, il vaut mieux l'éliminer avant qu'il nous élimine. Tu as donc des ennemis. Et c'est pour ça qu'en France, on vote pas pour, mais contre. Ouais. Parce que le monstre, c'est l'autre. Voilà. Tu vois, c'est ça. Là, la question, c'était quel est le philosophe qu'il faut lire aujourd'hui pour mieux comprendre le monde et finalement mieux l'accepter ? C'était ça ? C'était ça de base. Moi, je trouve qu'il faut lire de la philo et il faut lire de la biologie. Et lire René Girard. Là, René Girard. René Girard. Pour moi, René Girard et Henri Laborie sont les deux qui font parfaitement la passerelle entre philosophie, biologie, psychologie. Ils décrivent la même chose, mais bio-socio-psychologie. Et quand tu comprends comment fonctionne le monde et comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui te détermine en tant qu'individu, en tant qu'animal, tu comprends beaucoup mieux le monde. Et tu l'acceptes aussi potentiellement mieux. Alors, tu le rejettes encore plus, mais bon, ça après, c'est toi qui... Je vais vous couper, malheureusement, puisque je vois le temps qui défile. Pour passer au second... par un truc que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Ça te démange ? Ouais, ça me démange. C'était autre point par lequel, pour moi, il faut passer. Quand tu m'as demandé sur quel terrain, comment tu vas amener sur le terrain tes idées, comment tu les concrétises quand on parlait du débat. Je dirais 2 points. C'est aussi intérioriser sa propre violence pour
arrêter de projeter sur l'autre tous les endroits où on est violent, en fait, ce point-là. Et il y en a un autre qui est sorti de mon esprit. Mais le premier point essentiel pour moi, c'est intérioriser sa propre violence. Et savoir qu'on a toujours cette tendance à penser que le monstre, c'est l'autre, au lieu de regarder sa propre monstruosité. Et donc sortir de ce mode réactance avec ce truc très... Je veux détruire l'autre, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est les thèses de Girard avec l'origine de la Tant que violence. tu considères l'autre comme un vrai vilain, un vrai méchant, t'as envie de le détruire. Et quand t'arrives à comprendre ce qui se cache derrière ses mauvaises intentions, et que t'arrives à le rejoindre, tu dépassionnes. Tu dépassionnes et quelque part, tu déposes les armes qui sont défensives pour toi, mais offensives pour celui qui est en face de toi. C'est très dur de mettre son ego de côté dans un monde où tout le monde conserve son ego pour se défendre. Le risque, c'est de finir en bouc émissaire. C'est-à-dire que, à force de comprendre, accepter, pardonner, tu es identifié par la masse des enragés comme le faible. Et le faible, c'est celui qu'on peut sacrifier à moindre coût. Voilà. Lisez l'origine de la culture. Ça, c'est le meilleur Et si conseil. le message de Girard rejoint et prolonge le message du Christ, qui est de dire non pas je suis venu pour vous sauver, mais regardez ce que vous êtes capable de faire à un innocent, comme étant le premier stade de la prise de conscience de notre monstruosité, mais il a fallu que quelqu'un se sacrifie pour finalement en faire baisser la tension et se dire effectivement, on est capable de ça, on est capable de ne plus le faire. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé de ne pas parler du stoïcisme pour une raison bien précise, et cette fois, on va rejoindre un petit peu le terrain plutôt d'Arty et Timothée. Pourquoi ? Eh bien, la question est la suivante. Est-ce que le stoïcisme est un contrôle émotionnel ? Alors, je vais un petit peu m'expliquer. Ce que je contrôle, c'est ma réaction aux choses, aux événements. Et donc, moi-même et mes émotions. Or, le travail justement d'Arty et de Timothée, c'est d'apprendre à gérer son stress, mais sous un autre angle. Donc là-dessus, qui voudrait commencer à expliquer peut-être même votre travail à Charles ? J'ai en partie la vision du stoïcisme, et tu me corriges si je me trompe à cet endroit-là. Justement, qu'il y a un truc où il y a ce contrôle émotionnel, c'est le seul endroit où tu as du contrôle, c'est toi-même, ta réaction et tout ça. Et tu te dis stoïcien, donc peut-être que tu défends cette vision-là que je suis en train de décrire. Pourtant, tout à l'heure, tu as dit que d'un côté, les émotions, elles arrivaient à toi, c'est-à-dire que tu ne contrôles pas l'amour, tu ne contrôles pas tout ça. Donc il y a un endroit où peut-être le serpent se mord la queue ou quelque chose comme ça. Et pour moi, la vraie liberté, c'est la capacité de donner un cadre à ces émotions et non pas de les contrôler. Alors, il y a une forme de contrôle peut-être à un endroit qui peut rejoindre le stoïcisme, c'est-à-dire guidage en fait. C'est de guidage. Et le travail qu'on fait, nous, c'est libérer les gens d'eux-mêmes à cet endroit-là. Enfin, je considère ça, c'est peut-être un peu arrogant, et je le suis. Soit arrogant, on s'en bat les couilles. Mais voilà, je sais pas à quoi ça te fait penser. Je vais te dire, il y a deux choses. Déjà, le mot contrôle, moi-même, j'ai du mal à l'employer quand je parle du stoïcisme, parce que je trouve que ce terme, il est devenu, dans l'usage, un synonyme de crispation. C'est l'anxiété et le contrôle sur les deux faces d'une même pièce. Voilà, c'est ça. Parce que quand on dit que quelqu'un il a un besoin de contrôle, il a besoin de se rassurer. Voilà, exactement. Donc ça traduit une insécurité et non pas une sérénité. Donc c'est vrai que le mot contrôle, je l'aime pas trop pour ça. Je parlerai plus de maîtrise, encore que ce soit peut-être un léger euphémisme et que ça résout pas le problème. Alors je vais vous expliquer mon approche du stoïcisme et ce que je trouve intéressant et applicable dans le stoïcisme, c'est de se dire que effectivement, parfois, il y a des situations qui provoquent en nous des émotions immédiates, donc des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, si on se met en colère parce que quelqu'un nous a coupé la priorité, c'est spontané. Qu'est-ce qui n'est pas spontané ? C'est le fait de prolonger cette colère plusieurs secondes, plusieurs minutes. De la ramener à la maison. De la ramener à la maison, voire de prendre le gars en chasse. Non, mais ça a pu m'arriver par le passé de faire ça quand on est confronté à un acte d'incivilité vraiment important et qu'on est d'humeur à ne pas vouloir se laisser marcher dessus. On rentre bille en tête dans la spirale de l'émotion négative. Donc c'est un piège. C'est le piège de cette spirale. Donc je dirais que le stoïcisme, c'est cet effort, de ne pas prolonger l'émotion au-delà du moment où elle a lieu, c'est-à-dire au-delà de la réaction physiologique. L'émotion, pour moi, c'est, je ne sais pas s'il faudrait dire l'enveloppe, ou si c'est le prolongement ou l'autre face d'une réaction physiologique
Moi, je dirais l'autre face. L'autre face, d'accord. Et qu'à partir du moment où c'est exprimé, c'est important de ne pas l'entretenir mentalement. Parce que repenser à ce qui nous a mis en colère, ça nous remet en colère. L'entretenir, c'est la garder en soi. L'exprimer, c'est la laisser te Mais- traverser. Mais Ouais. je te laisse finir et après je vais. Pour terminer très rapidement, je dirais que ça passe aussi par une pratique quotidienne qui consiste à s'observer et à se prendre en flagrant délit d'émotions démesurées, d'émotions disproportionnées qui n'a pas lieu d'être. Pourquoi ? Parce que là, je suis en train de m'agacer d'une situation qui n'est que dans ma tête, donc d'une projection. Et finalement, je suis en train de pourrir ce moment que j'ai où il n'y a pas de problème objectivement. Et ça, j'en suis responsable. C'est-à-dire que mécaniquement, en pensant à des choses, en ressassant des choses négatives, je vais produire de la souffrance intérieure. Ça, je peux décider de couper le robinet. Ça dépend de moi. D'accord. Et ça, par une sorte d'habitude et de pratique quotidienne, tu finis au bout d'un moment, par, sans le vouloir, ne plus t'affecter, ne plus t'énerver, ne plus t'agacer pour tout et n'importe quoi. Tu restes encore capable de t'énerver dans certaines situations, notamment dans des conditions de stress, d'urgence ou de fatigue. Mais globalement, tu vas t'apercevoir que tu es moins irritable, moins sur le qui-vive, moins dans Mais dans la perspectivisme- revanche. Le perspectivisme aide à cela, justement. Le fait de se dire, bon, bah là, d'accord, il m'a doublé, il m'a fait une queue de poisson. Ça, on Mais, se le dit a posteriori, le perspectivisme. C'est de la D'accord. rationalisation. Ouais, Je pense que moi, je rejoins pas forcément trop ce point-là, dans le sens où je pense que si une situation te met encore en colère, ça veut dire qu'à un endroit, tu l'as pas assez exploré et que c'est par l'exploration, finalement, jusqu'au bout, c'est-à-dire dépassionner le sujet, c'est-à-dire aller au bout de la passion, comme le sujet politique, tant que t'es encore dedans, la tête dans le guidon, c'est qu'il y a un endroit où t'es pas sorti et t'as pas cette capacité du souffle de prendre ta hauteur et tout ça. Mhm. Et donc, ça veut dire que la situation t'affecte encore, donc tu ne sais pas la gérer. et à donc un dans endroit. ce cas-là, Et donc, le stoïcisme va te desservir. à cet endroit-là, pour moi, le stoïcisme peut te desservir parce que là où, pour moi, du coup, il permet de prendre une distance avec les émotions, qui est très bonne dans certaines situations, elle permet pas ce travail à proximité de l'émotion qui permet justement de la dépotionner, de la vivre jusqu'au bout, en fait. Et ce qui est encore passionné, c'est ce qui n'a pas été vécu finalement à un endroit. Et donc pour moi, il y a vraiment le stoïcisme peut créer, je sais pas chez tout le monde, mais peut créer cette coupure de la vie émotionnelle à un endroit, je trouve. Je dirais que le stoïcisme peut aller de pair, surtout si on le combine avec le spinozisme, puisque le spinozisme, comme je l'ai dit, c'est un rationalisme, c'est comprendre les causes qui nous déterminent. Et si on n'arrive pas à comprendre les causes qui nous déterminent, il y a au moins comprendre que les choses ont une cause. Et ça, c'est déjà dans le stoïcisme. C'est de dire, les gens, ils agissent de la façon dont ils agissent. Tu ne sais pas pourquoi ils agissent comme ça. Il y a des causes, peut-être eux-mêmes sont ignorants des causes de leur comportement, mais il y a des causes. Il y a toujours des causes. Et donc, tu peux résumer ça dans une formule peut-être un peu expéditive, mais qui est la formule de Marc Aurèle. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je vais rencontrer un indiscret, un fourbe, un envieux, un égoïste. Bref, parce que c'est dans l'ordre des choses. Parce que ces comportements-là font partie de la réalité. Ils ont des causes. Et si tu ne supportes pas ça, quelque part, c'est que tu ne supportes pas la réalité elle-même. Oui. Et si tu ne supportes pas la réalité, le problème vient de toi. C'est mal parti. Parce que la réalité ne va pas changer sous prétexte qu'elle te déplaît. Donc, tu es obligé de l'accepter. Et tu peux t'aider à accepter une situation en te raccrochant au fait qu'il y a des causes, il y a toujours des causes. Et que tu n'es pas forcément obligé d'aller les explorer, pour reprendre le mot que tu utilisais. Je veux bien que si tu as vécu des situations traumatisantes qui t'ont blessé et qui te font encore du mal quand tu y repenses, alors que ça aurait dû être, je sais pas moi, dépassé, surmonté, réparé, je sais pas quel terme employer. Là, c'est une chose d'aller effectivement dans l'exploration du qu'est-ce que je peux faire pour surmonter ça. En revanche, si c'est quelqu'un m'a mal parlé, quelqu'un m'a trahi, est-ce que je dois aller dans l'exploration de la douleur que j'ai ? Je ne suis pas convaincu. Je partirais plus de l'idée que la personne qui m'a trahi, elle a eu des raisons pour lesquelles elle m'a trahi. Peut-être même qu'elle n'est pas aussi mauvaise moralement que ce que sa trahison laisserait croire d'elle. Ça me fait ressentir. Ouais, parce qu'on a souvent tendance à essentialiser les gens
dans l'acte qu'ils commettent qui nous gêne, qui nous porte le plus préjudice. Et décontextualiser nous arrange bien dans ces cas-là. Bien sûr. Ouais. Et en fait, on essentialise la personne. Pourquoi ? Parce que c'est pratique. C'est pratique de se dire, lui, c'est un salopard. Ça nous conforte au niveau émotionnel. Bien sûr. Tu le cites d'ailleurs dans ton bouquin à un moment avec Arendt, avec l'exemple de l'égoïsme. Oui. Et tu reproches à l'autre l'égoïsme. En réalité, c'est un égoïsme parce que tu veux que l'autre se soumette à ton propre monde intérieur sous prétexte que tu as un désir, une envie. C'est ça. Et donc, c'est se faire traiter d'égoïste parce qu'on ne répond pas aux attentes de l'autre. Parce que l'autre ne s'autorise pas, lui, souvent, à faire preuve d'égoïsme. C'est pour ça, moi, à cet endroit-là, j'avais écrit ce petit truc à un moment, c'était le collectivisme doit être une conséquence de l'individualisme. Ah oui. C'est-à-dire que c'est ce que dirait pas sacrifier l'individu sur l'autel du collectif, mais que l'individu serve un collectif où il décide de s'engager, pas depuis un égoïsme qui est humain, en fait, selon Ayn Rand. C'est ça. Ayn Rand je dis Ayn Rand, mais apparemment, on dit Ayn Rand. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on le prononce tous mal en France, apparemment, mais c'est pas grave. Hein ? C'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux t'occuper de l'autre, mais c'est peut-être plus sain de le faire une fois que tu as sauvé ta peau parce que tu risques d'être moins en train de te mentir à toi-même. C'est comme l'enfant ne peut pas s'occuper des parents avant d'avoir arrivé à un stade de maturité et tout ça, et donc qu'il soit devenu adulte à un endroit. Et si jamais on inverse ce truc-là, où c'est l'enfant qui vient s'occuper du parent affectivement, même en termes alimentaires ou ce genre de truc qui peut arriver, t'as une vraie inversion et tu épuises quelqu'un qui n'a pas encore de quoi donner puisqu'il n'a pas reçu. Tu parles de l'incestuel, là, Timothée. Et là, je parle de l'incestuel. Tu aimerais décrire comme en France, tous les contribuables se comportent comme des enfants qui prennent soin du parent État en le finançant, mais en se faisant taper sur les doigts. Ça crée des gens qui vont développer de l'envie et qui ne vont pas s'autoriser à faire preuve d'égoïsme pour sauver leur peau avant de penser à aider leur prochain. Ouais, je t'ai perdu à un moment. Tu m'as perdu ? Ouais. Merde, putain. Regarde le podcast une deuxième fois. Non, mais c'est cool de finir là-dessus, je trouve. Il te posait la question sur l'incestuel. Ouais, l'incestuel, c'est pour le définir, c'est de l'inceste, mais dans le symbolique et l'imaginaire. C'est-à-dire là où l'inceste, c'est une notion que la plupart des gens connaissent, c'est-à-dire deux membres d'une même famille qui vont coucher ensemble avec ou sans consentement. L'incestuel, c'est un monde à l'envers, mais au niveau des valeurs, au niveau de ce qui doit être, c'est-à-dire le parent qui se penche vers l'enfant pour lui donner. Et là, dans un monde incestuel, c'est l'enfant qui se penche vers le parent pour donner au parent et en fait va pas jouer son rôle d'enfant. Et en fait, ça crée une déstructuration qui est très fine à voir et qui est très discrète en fait, parce qu'on ne voit pas forcément les dégâts que ça fait dans la construction psychique d'un individu, et pourtant c'est énorme et c'est pas assez connu. C'est le fait que en fait, l'enfant va se tourner vers le monde pour donner des choses qu'il n'a pas, pour qu'on s'occupe de lui en retour parce qu'on ne s'est pas suffisamment occupé de lui. Et donc, ça crée une espèce d'inversion qui est... c'est le petit mari. C'est le petit mari, finalement. C'est tu es tellement meilleur que ton père, tu es mon petit confident alors que l'enfant, le garçon a 5-6 ans. C'est aussi une confusion des places. C'est une confusion des places. Et donc, c'est, par exemple, le fils qui va jouer le rôle de mari avec la femme, ou la fille qui va être désirée par le père, qui va pas être attouchée du coup, mais qui va juste être désirée. Et donc, il y a cette... c'est le père qui dit, par exemple, « Oh, ne t'habille pas comme ça, je suis là. » Ouais. Et je suis ta fille, il n'y a pas de raison qu'il y ait un... Il ne devrait pas y avoir de risque. Ouais. Et pourtant, du coup, parfois, il y a cet incestuel, justement, cet inceste dans le symbolique et l'imaginaire qui fait beaucoup de dégâts à plein d'égards. Bref, c'est une notion qui est intéressante. Je ne sais pas. C'est Racanier qui développe je crois que c'est lui qui développe cette notion. Bon, annonçons qu'on aura un épisode ici avec Marie-Estelle Dupont pour parler de ça, et on espère qu'elle acceptera notre invitation. Génial. C'est un sujet qu'elle développe pas mal. Bon, il nous reste assez peu de temps, Charles. Il nous reste 9 minutes en fait, je pense. 9 minutes Ah oui, c'est vrai. Bon. Donc on peut prendre le temps de poser les dernières questions. J'ai peut-être une question qui est... 56. Bon, dans tous les cas, il nous reste peu de temps. Ouais. Donc, Charles, est-ce qu'il y a une question que tu aimerais recevoir, que tu aimerais qu'on te pose, en fait? À chaque podcast, peut-être qu'il y a une question que tu aimerais avoir et on te l'a jamais donnée. Donc, Non, il y a une question à laquelle on a commencé à répondre tout à l'heure, et j'ai eu le sentiment que j'aurais pu ajouter quelque chose. C'est ce qui concerne l'amour, les différentes formes d'amour. Je trouve ça déjà amusant qu'en français, le mot amour soit aussi polysémique, puisque
On va aimer sa femme, on va aimer son fils, mais on va aimer la lecture et on va aimer... Bref, donc ça veut dire beaucoup de choses à la Le fois. langage est pauvre à ce niveau-là. Ouais, voilà, on a un langage assez pauvre à ce niveau-là. Les Grecs avaient plusieurs mots, il y avait 4 mots principaux et même 8 en tout pour désigner des versions d'amour différentes. Alors, je ne vais pas toutes les faire, hein, bien sûr, mais disons qu'ils faisaient au moins la différence entre l'amour-passion, l'amour-amitié, l'amour familial, etc. Et donc, quand on parle d'amour, moi, je suis vraiment fasciné par cette question de qu'est-ce qui unit deux êtres ? Est-ce que ce qui unit deux êtres, c'est un sentiment ? Est-ce que ce qui les unit, c'est une volonté commune, qui d'ailleurs passe à la fois par le contrat moral, l'engagement, le mariage, le fait de vouloir vivre ensemble jusqu'à la fin de leur jour, qui passe aussi par le fait d'avoir un enfant. Et cet enfant va lui-même apporter une nouvelle conception de l'amour, qui est ce qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel. La différence entre l'amour-passion qu'on a pour notre partenaire et l'amour inconditionnel, ça veut dire que l'amour inconditionnel, quoi que fasse l'enfant, on continuera à l'aimer. Et un jour, j'avais vu une émission, c'était sur Légende, un père dont le fils avait commis un crime sexuel. Et j'ai vu ça et j'ai été très très mal pour le père, parce que je me suis dit, mais comment peut-on être dans cette position intenable qui consiste à condamner son fils tout en ne pouvant pas ne pas l'aimer. C'est-à-dire que le père, il n'a pas cessé d'aimer son enfant quand l'enfant a commis un crime, en fait. Et donc, j'ai essayé d'observer un petit peu, d'analyser un petit peu sa manière de défendre son fils. Et c'était très dur parce qu'on sentait qu'il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il essayait de lui trouver des circonstances atténuantes, il y avait un gros biais. Ouais, il sentait en lui que ça ne pourrait pas passer. Ça ne peut passer que pour lui qui est le père. Parce que le parent... Ce qui suffit. Ce qui, tu dis pardon ? Ce qui suffit. C'était bon pour qui ? Si lui, ça lui permet de continuer à aimer son fils. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que lui, en tant que père, il continue d'aimer son fils, mais nous, en tant que spectateurs qui ne connaissons ni le père ni le fils, on va être outrés qu'il puisse lui trouver des circonstances atténuantes. Et c'est très difficile parce qu'en réalité, je suis convaincu qu'on a les arguments de ses affects. Et qu'en l'occurrence, bien sûr, c'est Damasio qui dit ça. Il était dominé par un affect d'amour à l'égard de son fils, et donc il essayait de développer des arguments en faveur de son fils du fait de cet amour. Donc voilà, je voulais parler de ça parce que l'amour, vous savez, on dit l'amour peut nous faire réaliser des choses impossibles, incroyables, exceptionnelles, etc. Et l'amour n'est pas toujours facile à vivre. Il n'est pas toujours facile à assumer. Parce que assumer d'aimer quelqu'un qui a fait du mal ou qui est détesté, c'est pas facile, mais je pense l'amour arrive à dépasser cette forme de... Pas de peur du regard d'autrui. Hein. Ouais, de peur exactement du regard d'autrui. L'amour permet de dépasser la peur du rejet, la peur d'être le bouc émissaire. Exactement. La peur peut conduire au sacrifice. Et comme l'amour peut conduire au sacrifice. Comme c'est extrêmement difficile de dépasser la peur d'être désigné comme bouc émissaire, conséquence de ça, l'amour est une ressource extrêmement rare, malheureusement. Ça me semble plutôt pas mal de terminer cet épisode sur l'amour, sachant qu'il a commencé avec des sujets plutôt délicats, plutôt difficiles. Donc si on finit sur l'amour, ça me va. Ça me paraît bien. Ça me va aussi. Bonne conclusion. Ouais. Super. Écoute, à moins que vous ayez un point à rajouter. Non, mais merci d'avoir été là. Je rajoute, Charles. La philosophie, c'est pour vous aussi. Je sais pas quelle est la bonne caméra. C'est beau ça. Philorama, la bande dessinée, voilà, allez voir. Et puis, d'ailleurs, il y a la version audio de mon livre sur Amazon avec l'essai gratuit de Audible. Tu l'as lu ? Vous pouvez. J'ai lu mon livre ? Non. Pardon. Est-ce que c'est toi qui lis Oui, pardon. C'est écrit dans mon livre. C'est moi qui l'interprète, oui, effectivement. Super. Voilà, donc allez voir si ça vous intéresse. Si on a l'habitude de tes vidéos, ça devrait aller. La transition devrait être sympa. Qu'est-ce que c'est ce délire là ? Pourquoi c'est écrit à l'envers ? Parce que c'est les réponses au quiz. Super. Merci d'avoir été là. Merci à vous, c'était un grand moment de plaisir, de discussion, très riche. Plaisir partagé. Bravo à vous pour ce que vous faites, continuez. Merci. Allez vous abonner à la chaîne de Précepteur avec plaisir. Super, ça serait super. Ça marche. Ce sera un plaisir de reparler d'autres sujets. C'est noté. Merci à tous. Merci à vous aussi d'avoir écouté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager si ça vous a plu, à nous le dire si ça vous a pas plu. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.